découvrir pourquoi il a été amené ici, et s'il existe un moyen de rentrer chez lui. L'histoire débute en l'an 1349 dans la ville de Tingen, où un homme se réveille subitement dans le corps de Clem Moretti. Il regarde autour de lui et panique, voyant du sang et une arme à feu dans sa main. Il se tourne alors vers le miroir et remarque une blessure par balle au front qui guérit mystérieusement. Mais ce qui est encore plus étrange, c'est que le reflet dans le miroir n'est pas le sien. Tout commence à se brouiller alors que les souvenirs du propriétaire originel du corps affluent, lui faisant se souvenir d'un nom qui n'est pas le sien. Tandis que les souvenirs fusionnent, l'âme originelle s'estompe, et Clint réalise qu'il vient d'être réincarné dans le corps de cet homme. Pendant ce temps, ailleurs, une équipe officielle découvre les corps sans vie de Welch et Naya dans un appartement. L'enquêteur principal remarque que la scène de crime a été mise en scène pour faire croire qu'ils se sont tous deux suicidés. Mais il sait que ce qui s'est réellement passé, c'est soit qu'un rituel de divination noire a été effectué, soit qu'un Beyonder a été sacrifié, provoquant l'éveil d'une force maléfique. L'enquêteur remarque alors un portrait d'un homme dans la pièce, Glenn Moretti, dont il apprend qu'il est un camarade de classe des défunts. Selon les informations dont dispose l'enquêteur, Glenn est un orphelin qui vit avec ses frères et sœurs. Alors la question est, comment est-il lié à cette affaire? En parlant de Glenn, il prend, pendant ce temps, le temps d'en apprendre davantage sur le propriétaire originel de ce corps. Il apprend que Glenn était diplômé en histoire et maîtrisait deux langues anciennes, le Vésac et l'Hermès. Clint parcourt son journal où il est écrit que l'une des victimes, Welch, était venue le voir quelques jours auparavant, affirmant avoir trouvé un ancien carnet. Ensemble, ils ont déchiffré le texte de la première page du carnet et ont découvert qu'il appartenait à la famille Antigonus de la 4e époque, un millénaire avant la période actuelle. Après avoir approfondi leurs recherches sur la famille Antigonus, ils sont tombés sur des choses surnaturelles. Et le clan originel a écrit dans son journal que tout le monde, y compris lui-même, allait mourir. Le clan actuel se demande ce que l'original a bien pu trouver pour écrire une chose pareille. Mais avant qu'il ne puisse trouver une réponse, une voix de femme l'appelle de l'extérieur. Glenn cache rapidement toutes les taches de sang dans la pièce, mais oublie de cacher l'arme. C'est alors que la femme entre, et c'est Melissa, la sœur cadette de Glenn. Melissa remarque que son frère agit étrangement, mais comme il est tôt le matin, elle ne se doute pas de grand-chose. Après s'être assurée qu'il allait bien, elle s'en va. Glenn essuie rapidement le sang avant que quelqu'un d'autre n'entre dans la pièce, puis il vérifie sa blessure par balle dans le miroir, remarquant qu'elle a presque disparu. Il se demande si cette guérison est une sorte de capacité qu'il a acquise en transmigrant. Mais la question la plus importante dans son esprit est « Qu'est-ce qui a causé cette blessure par balle ?» Puisque les souvenirs originels de Glenn sont encore fragmentés, de nombreux détails manquent. Glenn soupçonne que l'original s'est suicidé, peut-être en lien avec les sombres secrets qu'il a découverts dans l'ancien carnet, mais ce qui le dérange le plus, c'est pourquoi il s'est réincarné. Il se souvient clairement qu'après une longue journée de travail, il est sorti boire un verre avec des amis, où il a, en plaisantant, effectué un rituel douteux appelé l'amélioration de la chance. Alors qu'il commence à réaliser que ce rituel pourrait être à l'origine de sa réincarnation, Melissa revient avec le petit déjeuner. Après lui avoir donné son repas, il se prépare pour l'école, lui disant de continuer à travailler dur pour trouver un emploi. Elle lui demande aussi d'acheter de l'agneau et des petits pois, promettant de lui préparer un bon repas en guise de récompense. Une fois qu'elle est partie, Glenn révèle son intention de s'échapper de cet endroit immédiatement, sachant que le Glenn originel a dû causer de sérieux problèmes qui l'ont mené à sa mort. Alors, Glenn s'habille, n'oublie pas de prendre l'arme d'apparence mystérieuse et décide d'effectuer à nouveau le même rituel douteux, celui qu'il a amené ici, dans cette ère victorienne, depuis le monde moderne. Il a faim, alors il essaie de manger ce que Melissa a préparé, mais réalise que ce n'est pas du tout comestible. Il se dirige donc vers une boulangerie et achète une miche de pain. Le boulanger semble le connaître et lui demande nonchalamment des nouvelles de sa vie quotidienne quand Glenn remarque qu'un homme l'observe de l'extérieur. Glenn fait semblant de ne rien remarquer et commence à marcher dans la rue, pensant à la façon dont ce monde partage de nombreuses similitudes avec le sien. Mais une chose qui ressort, c'est comment l'empereur Rosel Gustaf a apparemment inventé des choses comme la lecture de tarot et le jeu du propriétaire, qui n'existent que dans l'ère moderne. Cela fait suspecter à Clem que Rosel Gustaf pourrait aussi avoir transmigré dans ce monde parallèle, tout comme lui. Une pièce de monnaie avec le visage de Gustaf tombe soudainement de la main de Clem. Et alors qu'il se penche pour la ramasser, un clown apparaît et l'invite à visiter leur cirque ce soir-là. À ce moment-là, Glenn réalise qu'un homme le suit.
Il s'éloigne rapidement et se faufile dans une tente pour se cacher. À son insu, c'est la tante d'une diseuse de bonne aventure qui réalise instantanément qu'il est perdu et lui propose de le guider sur son chemin futur. Pendant ce temps, l'homme qui le suit attend nonchalamment dehors, patient que Glenn sorte. Glenn ne veut pas se faire prendre, alors il joue le jeu avec la diseuse de bonne aventure et accepte une lecture de tarot. Elle dit à Glenn que ce sera gratuit puisqu'il était son premier client aujourd'hui, mais Glenn reste prudent, sachant pertinemment que rien n'est jamais gratuit. Il accepte tout de même et lui demande de lire son passé, son présent et son futur. La dame tire 3 cartes qu'elle croit détenir les réponses, et Glenn, toujours méfiant, découvre celle qui représente son présent. C'est la carte du fou, symbolisant de nouveaux départs. Mais avant que la dame ne puisse continuer, la véritable diseuse de bonne aventure entre dans la tente, révélant que cette femme n'est qu'une dompteuse de bêtes se faisant passer pour une voyante. Glenn veut toujours voir les 2 autres cartes, mais alors que l'homme qui le suivait entre, il s'échappe rapidement par la porte arrière, et la chasse au chat et à la souris continue. Glenn rentre chez lui pour effectuer le rituel sans interruption, et offre 4 miches de pain aux 4 coins en guise de sacrifice. LOL. Puis il se tient au milieu de la pièce, et effectue le rituel en chantant « Odin céleste » à plusieurs reprises. Le rituel, à ma grande surprise, prend effet, et des papiers commencent à voler comme des fous. Mais à la grande déception de Glenn, il ne retourne pas à sa vie passée. Alors qu'il est sur le point d'abandonner, une douleur stridente lui frappe la tête et une aura rouge sombre pénètre son corps, l'envoyant dans un vide dimensionnel rempli d'une présence menaçante. Soudain, une femme et un homme sont invoqués devant Glenn en ce lieu, et Glenn se demande s'il les a involontairement invoqués en effectuant le rituel. La femme demande à Glenn s'il est le propriétaire de cet endroit, le qualifiant de royaume divin, et Glenn ne répond pas, n'ayant lui-même aucune idée de l'endroit où il se trouve. Selon ses connaissances, un royaume divin devrait avoir un sanctuaire, et juste en pensant à un sanctuaire, un se manifeste. L'homme, d'un autre côté, devient méfiant, et exige que Glenn explique ce qui se passe et qui il est. Cette question laisse Glenn perplexe. Qui est-il ? Est-il Joe Mingrui de sa vie passée, ou est-il maintenant Glenn Moretti ? Un trône apparaît par l'imagination de Glenn, et il s'y assied, réfléchissant profondément avant de répondre qu'il est le fou. Faisant référence à ce que les cartes de tarot ont révélé sur son présent, Glenn prétend alors être un être tout-puissant pour intimider l'homme et la femme et leur dit qu'il ne fait que tester son nouveau domaine. La femme, maintenant un peu effrayée, demande poliment à Glenn de la laisser partir, tandis que l'homme reste prudent et calme. La femme trouve toute l'expérience mystérieuse et, soupçonnant que Glenn est un être surnaturel appelé un Beyonder, lui demande de lui accorder la connaissance pour en devenir un aussi. Glenn, cependant, n'a aucune idée de ce qu'est un Beyonder. Faisant toujours semblant d'être omniscient, il dit à la femme que l'homme à côté d'elle peut répondre à cette petite question. L'homme, pendant ce temps, continue de se demander comment Monsieur le Fou les a invoqués ici. Quoi qu'il en soit, il répond à la question de la femme en lui disant que pour devenir un Beyonder, elle doit d'abord rejoindre l'une des églises du royaume. Ce n'est qu'alors qu'elle pourrait avoir une mince chance, car très peu de Beyonders existent, et ceux qui le sont ont dédié leur vie à lutter contre les dangers qui rôdent dans l'obscurité. La femme ne veut pas être contrôlée par l'église, alors l'homme lui suggère de rencontrer plutôt la famille royale de la noblesse millénaire, car elle semble être elle-même une noble. Cependant, la femme se sent également mal à l'aise à ce sujet. Alors l'homme propose une autre option. Il prétend avoir 2 potions de séquence 9, marin et auditeur, qui, une fois consommées, peuvent lui conférer des pouvoirs surnaturels. Pendant qu'il parle, Glenn commence lentement à comprendre que peut-être lui aussi est un Beyonder avec un super pouvoir attribué différent. Pendant ce temps, la femme conclut un accord avec l'homme pour l'aider à devenir un Beyonder. Maintenant qu'elle n'a plus d'affaires ici, elle demande poliment à Glenn de leur permettre de partir, et peut-être de les inviter à nouveau à l'avenir. L'homme, d'un autre côté, loue Glenn pour avoir des pouvoirs au-delà de toute compréhension. Glenn se demande s'il devrait les inviter à nouveau, car s'il fait cela trop souvent, son identité pourrait être exposée, mais en même temps, il veut explorer ce royaume inconnu pour découvrir un moyen de retourner à sa vie antérieure. Alors il accepte de futures rencontres, disant à l'homme et à la femme qu'ils se reverront lundi prochain,
En mars, à ce moment-là, la femme réalise qu'ils ne se sont pas encore présentés, mais elle ne veut pas révéler son vrai nom. À Glenn une douleur alors elle propose intense à la tête qu'ils utilisent des noms de code. La femme ne le remarque pas et se nomme Justice, tandis que l'homme se fait appeler le pendu et Glenn déclare qu'il est le fou, affirmant avec enthousiasme qu'ils sont maintenant membres de ce mystérieux club de tarot. Quoi qu'il en soit, Glenn met fin à la réunion en utilisant son autorité nouvellement acquise, et tandis que le royaume se dissipe, le pendu se retrouve sur son navire dans la mer orageuse, tandis que Justice retourne dans sa chambre. Glenn se réveille aussi, seulement pour entendre la police de l'autre côté de sa porte exiger qu'il ouvre. Sans aucun moyen de s'échapper, Glenn cache rapidement toutes les traces de sang et larmes, puis ouvre la porte, reconnaissant l'inspecteur qui le traquait plus tôt. Glenn accuse l'homme de le traquer, mais l'homme clarifie, disant qu'il essayait seulement de le protéger. Il se présente officiellement comme Léonard, l'enquêteur en charge de l'affaire des deux défunts, Welch et Naya. Il est accompagné de son partenaire, Don Smith, qui semble avoir des pouvoirs spéciaux, à en juger par le changement de couleur de ses yeux. Ils informent Glenn du suicide de Welch et Naya, et Glenn réalise instantanément qu'ils étaient en fait possédés par une force maléfique. Sans que Glenn ne le remarque, Léonard fouille dans ses affaires et trouve le journal où Glenn avait écrit sur sa propre mort. Glenn affirme défensivement qu'il n'a aucune idée de comment cela est arrivé là et dit qu'il a perdu la mémoire des événements récents. Dunn déclare que Glenn a visité la maison de Welch il y a quelques jours et depuis le revolver de Welch a disparu. Il trouve donc assez commode que Glenn prétende avoir une perte de mémoire. Dunn déduit que le revolver est probablement quelque part dans la pièce. Glenn cède et admet qu'il a le revolver. Il déclare aussi sincèrement qu'il s'est réveillé sur son bureau après une tentative de suicide ratée, et depuis, il a perdu beaucoup de souvenirs. Dunn réalise que Glenn dit la vérité car tout correspond à ses soupçons. Cependant, il ne laissera pas Glenn partir tant qu'il n'aura pas subi une vérification psychique, ce qui pourrait aussi l'aider à retrouver ses souvenirs perdus. Alors qu'ils sont sur le point d'emmener Glenn dans leur véhicule, un jeune enfant est vu poursuivi par un homme pour vol. Dunn arrête l'enfant, mais celui-ci résiste et provoque une agitation. Saisissant cette opportunité, Glenn s'échappe, ne voulant pas que sa véritable identité soit révélée par la vérification psychique. Pendant qu'il court, une éclaboussure d'eau tombe sur lui quand soudain, le temps et l'espace se figent. Glenn réalise qu'un Beyonder est à l'origine de cela. Alors que tout commence à se déformer autour de lui, Glenn cherche désespérément une échappatoire et est conduit directement à une calèche, ignorant que le Beyonder l'y a guidé. Il monte. Peu après, il réalise que quelque chose ne va pas et demande au conducteur de s'arrêter, mais il ne le fait pas. Le conducteur se révèle être Dunn, qui dit à Glenn qu'il se dirige vers la maison de Welch, la scène de crime. C'est alors que Glenn se réveille, réalisant que tout n'était qu'un mauvais rêve. Ou était-ce le cas ? La porte de sa chambre s'ouvre et devant lui se tient Dunn, qui cette fois salue correctement Glenn, faisant réaliser à Glenn que Dunn est un Beyonder qui a manipulé ses rêves. Dunn déclare que les pouvoirs des Beyonders deviennent plus forts la nuit. Puis, manipulant l'espace, les deux sont soudainement transportés dans le ciel où une autre Beyonder féminine apparaît et endort Glenn. Dans son rêve, Glenn voit ses parents de sa vie antérieure, et la dame Beyonder apparaît également là, l'observant attentivement pour découvrir ses secrets. Glenn reprend rapidement le contrôle de son esprit et efface les souvenirs de ses parents du royaume des rêves, ce qui met en rage la dame Beyonder. Elle exige que Glenn lui dise où il a caché le carnet de la famille Antigonus et ce qui s'est exactement passé cette nuit-là chez Welch. Maintenant effrayé, Glenn dit qu'il ne sait pas et, par peur, conjure un revolver et se tire dessus. Sa mort provoque l'effondrement du rêve et il réalise que la dame Beyonder effectuait la vérification psychique pour déterminer s'il disait la vérité. Maintenant que c'est confirmé, Dunn accepte de laisser Glenn partir, mais le prévient que, puisque le carnet de la famille Antigonus est toujours manquant, la vie de Glenn est en danger. Ils n'ont pas le temps de le surveiller, alors ils lui suggèrent de les rejoindre dans leur équipe, les Nighthawks, et de devenir un Beyonder comme eux. Le lendemain matin, Glenn décide de visiter un pub local pour discuter davantage de l'offre avec un homme nommé Wright, selon les instructions de Dunn. En entrant dans le pub, il trouve les clients observant chaotiquement un combat entre des dizaines de rats et un chien de chasse. Le barman, Wright, spectateur remarque Glenn à se battre et sentant quelque chose de suspect à la vue d'un gamin à l'air qu'il crache le morceau trou à rat.
Quand Glenn explique que Don Smith l'a envoyé, Wright le conduit à une petite pièce cabinet derrière le bar, qui s'avère être un ascenseur menant sous terre à la base secrète des Nighthawks, déguisée en une entreprise de sécurité ordinaire nommée Blackthorn. Là, dans un hall élégant, se trouve la réceptionniste, Rosanne. Glenn l'approche, et voyant ce nouveau venu, Rosanne se souvient que le capitaine avait mentionné qu'un nouveau membre arriverait. Alors elle ouvre une autre pièce secrète d'où Léonard sort, mais il ne fait que sourire à Glenn avant de partir. Glenn entre dans la pièce secrète qui mène à un escalier où il rencontre Royal Redin. Elle s'occupe de ses affaires et s'éloigne sans dire grand-chose. Quoi qu'il en soit, Rosanne continue de faire visiter l'endroit à Glenn et il rencontre un autre Beyonder nommé Fry, qui est en train d'expérimenter sur un sujet. Il continue de marcher et Rosanne présente Glenn à un autre nouveau venu nommé Kenley, qui n'a rejoint les Nighthawks qu'il y a 6 mois. En tout cas, elle escorte en fait Glenn pour rencontrer le capitaine, mais elle ne veut pas se retrouver face à lui, affirmant être terrifiée par lui, même si elle admet qu'il est gentil et attentionné. Alors elle demande à Glenn de faire le reste du chemin seul. Il le fait, imperturbable, et se retrouve dans un grand hall qui ressemble à une église secrète. Une porte s'ouvre à gauche, menant à la chambre du capitaine, nul autre que Don Smith. Voyant Glenn, Don suppose qu'il a pris sa décision. Il donne à Glenn les documents, et une fois que Glenn les signe, il devient officiellement membre de la 7e unité du département des opérations spéciales de la police du comté d'Aue. Dunn explique que les Nighthawks travaillent sous l'égide de l'église de la déesse de la nuit éternelle, et leur travail est de gérer les incidents surnaturels, comme l'affaire Welch et Naya. Dunn serre la main de Glenn, l'accueillant officiellement dans l'équipe, et Glenn, ravi, appelle Dunn son capitaine, le remerciant pour l'opportunité. Dunn mentionne que les Nighthawks risquent souvent de perdre le contrôle de leur pouvoir et demande à Glenn de montrer du respect à ceux qui sont décédés à cause de cela. Glenn dépose une bougie sur les pierres tombales dans la salle commémorative, rendant ses respects. Ensuite, Dunn raconte à Glenn la légende de la création. Oui, selon cette légende, quoi qu'il en soit, Dieu la a légende créé continue toute en disant existence que le corps de Dieu et a est utilisé devenu la ses terre deux et les yeux étoiles. pour Ses créer cheveux le sont devenus soleil le phénix et la lune et ses cramoisie. oreilles sont devenues des loups démoniaques. Le fait est que, puisque tout est essentiellement Dieu, il est possible d'acquérir du pouvoir en fabriquant des potions avec des ingrédients mythiques, débloquant ainsi des voies secrètes pour devenir un Beyonder. Selon Dunn, il y a un total de 22 voies. Son église, l'église de la déesse de la nuit éternelle, peut en ouvrir 4 en utilisant des potions de séquence 9. Dunn veut que Glenn suive la voie du voyant, mais lui dit de rencontrer d'abord le vieux Neil dans la salle d'alchimie avant de décider. Le vieil homme semblant savoir Alors Glenn beaucoup s'y sur rend, Glenn, ou le y vieux compris Neil, le fait tel un que vieil Glenn homme maîtrise maîtrise des des langues langues anciennes, anciennes, comme demande le à Fisac et Glenn de l'Hermès. l'aider à organiser des documents. Le vieux Neil félicite Glenn d'être sur la voie d'un chercheur et l'encourage à continuer d'apprendre, l'assurant qu'il pourra éventuellement déchiffrer les carnets actuellement en possession de Neil. Ceux qui avaient disparu après la mort de l'empereur Rosel. Neil lui-même a déchiffré quelques transcriptions et a découvert que Rosel avait inventé des symboles contenant des pouvoirs mystérieux. Il a réussi à en identifier quelques-uns et croit qu'ils représentent des chiffres. Glenn jette un coup d'œil au carnet et reconnaît instantanément la langue. C'est juste du chinois moderne. En lisant, il réalise que l'empereur Rosel écrivait simplement un journal sur son voyage dans ce monde parallèle. Cependant, les notes ne contiennent pas seulement de bons souvenirs, elles contiennent aussi des messages importants, dont un qui stipule que la clé des potions est d'internaliser. Glenn n'arrive pas à croire qu'il ait mis la main sur des informations aussi utiles et continue de lire, espérant trouver un moyen de retourner dans son monde d'origine. Alors qu'il continue de lire, il apprend que Rosel a un jour pris une décision hâtive et a écrit qu'il aurait dû choisir d'autres voies, comme apprenti, voyant ou maraudeur. Glenn ne comprend pas entièrement ce que cela signifie, mais avant qu'il ne puisse approfondir, le vieux Neil exige son attention. Glenn s'excuse d'avoir été distrait et explique qu'il essayait de déchiffrer les textes, ce qui fait rire le vieil homme, pensant que c'est impossible pour quelqu'un de l'âge de Glenn. Quoi qu'il en soit, Glenn était venu demander conseil concernant la voie qu'il devrait choisir. Mais maintenant qu'il a reçu des conseils de quelqu'un de bien plus grand, l'empereur lui-même, il décide de prendre la potion de la voix du voyant. Le vieil homme prépare la potion et Glenn la boit avec hésitation, la sentant instantanément déferler dans son sang et ses veines
mutant littéralement son ADN. Alors que la potion fait effet, la vision de Glenn devient floue. Mais avec l'aide du vieux Neil, il se concentre. Suivant les instructions de Neil, il imagine créer un objet, un missile pour être exact. Cela fait trembler le sol. Alors que Glenn commence à perdre le contrôle, Glenn hoche la tête. il continue d'imaginer des choses modernes, a maintenant la des vision d'un avions, voyant, des ce qui astronautes, lui permet de percevoir etc. beaucoup de choses Sa d'un seul coup d'œil. spiritualité commence à Par exemple, s'échapper, il peut maintenant mais lire l'état heureusement, de santé de Neil il reprend juste le en regardant contrôle. son aura. Un Neil Glenn anxieux inspecte le vieil homme pousse un et voit soupir de soudainement soulagement deux yeux que géants rien de derrière lui. catastrophique ne se soit Quand il produit. interroge Neil à ce Maintenant sujet, que le processus Neil est lui explique terminé, que ce n'est Neil qu'une demande représentation si magique l'environnement de de rituel. Glenn semble Quoi qu'il différent. en soit, Glenn développe un terrible mal de tête. Il n'est pas habitué à la vision spirituelle, alors Neil lui dit de la désactiver en tapotant 2 fois entre ses sourcils. Maintenant qu'il est revenu à la normale, Neil lui en dit plus sur ses capacités de voyant. Il peut maintenant utiliser la spiritualité pour les arts divinatoires et toutes sortes de magies rituelles. Cela fait, Glenn retourne au bureau de Dunn. Dunn le félicite, mais le met aussi en garde de ne pas aller chercher le danger juste parce qu'il a des pouvoirs spéciaux maintenant. Glenn garde cela à l'esprit, puis interroge Dunn sur son travail. Dunn explique que pendant les 3 premières semaines, Glenn servira de commis avant de devenir officiellement un Nighthawk. Dunn paie même à Glenn son premier mois de salaire à l'avance. Voyant l'argent qu'il a reçu, Glenn ne peut s'empêcher de se sentir excité, car avec cette somme, il pourra facilement sortir de la pauvreté. Quoi qu'il en soit, Dunn dit à Glenn d'acheter une canne, puis lui donne une tâche quotidienne. Se promener autour de la maison de Welch en espérant que cela l'aidera à retrouver ses souvenirs et à se rappeler où se trouve le carnet de la famille Antigonus. Glenn suit les instructions de son premier jour jusqu'à ce que quelqu'un l'approche. C'est Léonard, et il veut l'aide de Glenn pour localiser un enfant nommé Elliot qui a été kidnappé ce matin-là. Normalement, les Nighthawks ne traitent que les cas surnaturels, mais comme l'une de leurs couvertures est une entreprise de sécurité, ils doivent aussi s'occuper de ce genre de choses. Et puisque Glenn est maintenant un voyant omniscient, Léonard lui remet les vêtements d'Elliot comme indice pour le localiser. Glenn active ses pouvoirs de voyant et utilise sa canne comme baguette de sourcier, réussissant à localiser la zone où se trouve Elliot dès son tout premier essai. La calèche se dirige dans la direction indiquée par Glenn, et finalement ils arrivent dans un manoir exactement là où Glenn détectait l'énergie spirituelle d'Elliot. Glenn entre dans le manoir et utilise à nouveau ses pouvoirs. Il voit que derrière une pièce tout à droite, 2 ravisseurs discutent, tandis que l'enfant est assis silencieusement dans le coin. Léonard entre en premier, défonçant la porte, et Bro esquive littéralement les balles tout en accumulant de l'aura. Il tabasse gracieusement les ravisseurs, et ensuite, Clint se déplace pour libérer l'enfant. Mais c'est alors qu'il remarque une plume magique tombant sur les ravisseurs, les faisant se transformer en esprits maléfiques. Juste un lundi comme les autres pour Léonard. Il vainque aussi les ravisseurs possédés. Alors que les esprits affaiblis tentent de s'échapper, Glenn active à nouveau sa vision de voyant en utilisant son revolver et sa canne. Il détecte que l'esprit a maintenant pris la forme d'un monstre géant. Réfléchissant rapidement, Glenn tire, mais la balle ne fait rien, probablement parce que c'est la première fois qu'il tient une arme. Léonard comprend, il intervient et gère l'esprit personnellement, le piégeant dans son extension de domaine remplie de pétales de rose, ce qui dissout le monstre en pétales. Soudain, Glenn est frappé par un étrange souvenir fragmenté. Il réalise que le Glenn original était déjà venu dans ce manoir, mais il ne le dit pas à Léonard et passe simplement à autre chose. Après avoir réuni l'enfant avec son père, Léonard examine les cadavres des esprits et réalise que les ravisseurs étaient aussi des transcendants, mais n'avaient aucun contrôle sur leur pouvoir. C'est pourquoi les esprits maléfiques ont pu les posséder. Léonard se demande comment ils ont réussi à se procurer des potions. Néanmoins, le travail est fait et Glenn se prépare à partir. Alors que Léonard apprend d'un observateur invisible le comportement suspect de Glenn plus tôt, Glenn rentre chez lui. Mais juste au moment où il s'apprête à ouvrir la porte de sa chambre, il se retrouve soudainement dans la maison d'en face, dans le bâtiment des ravisseurs. Il entend un bruit venant d'une pièce lointaine et en entrant, il trouve son carnet ouvert à une page qui dit « Tout le monde mourra, y compris moi ». Les pages disparaissent avec le bâtiment et Glenn se retrouve debout sur la carte du fou. Ce n'était qu'un cauchemar. Glenn est déjà dans sa chambre, mais il est convaincu que le rêve a un sens plus profond. Il décide donc de visiter la maison d'en face, celle du bâtiment des ravisseurs, espérant que cela le mènera à des indices sur le carnet de la famille Antigonus. Pendant ce temps, à la base des Nighthawks, Dunn est en train d'interroger un homme et découvre en voyant de force à travers ses souvenirs
que cet homme avait autrefois le carnet de la famille Antigonus en sa possession. Dunn inspecte le cou de l'homme et voit un tatouage appartenant à une organisation secrète appelée l'Ordre Secret. Cela fait réaliser à Dunn que cet homme est derrière la raison pour laquelle le carnet est entré sur le marché noir en premier lieu. Apparemment, cet homme suivait Glenn depuis quelques jours, et cela signifie que l'Ordre Secret veut le carnet. Léonard soupçonne que l'organisation notoire enverra plus de gens après Glenn, et parce qu'ils ne peuvent pas se permettre de laisser une telle organisation maléfique mettre la main sur le carnet, ils doivent le trouver en premier. Un collègue officier entre, informant Dunn que Glenn a trouvé un indice concernant le carnet. Glenn amène tout le monde à la maison où il s'était retrouvé. De retour dans son rêve, il découvre le cadavre en décomposition d'une vieille dame. Avant d'enquêter sur cette affaire, les officiers effectuent une fouille approfondie, mais ne trouvent toujours aucun indice lié au carnet. Puisque leur seule piste est la mystérieuse dame décédée, ils décident d'approfondir cette affaire minutieusement. Et Dunn apprend que le fils de la dame décédée, Ray, a disparu depuis quelques jours. Léonard fournit à Glenn une photo de Ray, et Glenn, utilisant ses pouvoirs, essaie de trouver l'emplacement de Ray. Cependant, sa canne, au lieu de pointer vers l'endroit où se trouve Ray, devient incontrôlable avant de presque attaquer Glenn. Dunn réalise que la divination de Glenn est perturbée par une autre force puissante. Les Nighthawks retournent à leur base, et Glenn se tient devant la porte de Shanice, qui Dieu sait où elle mène. Comme le bureau de Dunn est juste au coin, Dunn vient parler à Glenn, lui offrant quelques mots réconfortants après avoir remarqué à quel point il est anxieux à propos de tout cela. Dunn complimente Glenn sur le fait de porter un costume approprié, puis lui donne un pendule en citrine pour l'aider à améliorer sa divination spirituelle. Dunn informe ensuite Glenn qu'il a parlé avec la Sainte Cathédrale et qu'ils ont approuvé l'utilisation d'un artefact de grade 2 pour aider à localiser Ray. L'artefact est un objet magique de transcendance spéciale et en raison de la nature destructive d'artefacts comme celui-ci, ils sont scellés derrière la porte de Janus. Deux transcendants masculins nommés Earl et Borgia, ainsi qu'une transcendante nommée Daily, venue d'une autre ville, sont ici pour livrer l'artefact. Glenn reconnaît Daily comme la dame qui a effectué la vérification psychique sur lui, et il est heureux de revoir un visage familier. Dunn remarque l'artefact que la Sainte Cathédrale leur a donné, et en voyant le nom 2049, il devient tendu, car apparemment, utiliser cet artefact est extrêmement dangereux, car il devient violent s'il détecte quoi que ce soit lié à la famille Antigonus. Earl pense qu'ils iront bien, et dit à tout le monde de commencer le rituel. Pour ouvrir l'artefact scellé, tout le monde utilise un geste de la main répétitif qui rend Glenn perplexe, et il se demande pourquoi cet artefact a besoin d'être encouragé. Quoi qu'il en soit, il se joint à eux, et l'artefact scellé s'ouvre et en sort une marionnette de clown de la taille d'un Lilliputien qui réalise instantanément que l'être le plus faible ici est Glenn. Alors elle essaie de prendre le contrôle de Glenn, mais heureusement, Léonard le sauve d'être étranglé à mort. Dali déclare que la marionnette a pris Glenn en affection, c'est pourquoi elle le cible. Mais Dunn soupçonne que la marionnette essaie seulement de s'approcher de Glenn, parce qu'elle sent l'aura de la famille Antigonus en lui. Puisqu'il a touché le carnet, Glenn continue de fuir la marionnette et elle le suit avec encore plus de détermination. Dunn dit à Glenn de ne pas s'inquiéter car si le rituel échoue, le pire des scénarios est que la marionnette prendra le contrôle des personnes à moins de 5 mètres de sa portée. Glenn demande ce qui se passerait si la marionnette prenait le contrôle de tout le monde ici, et Earl déclare que c'est très peu probable. Quoi qu'il en soit, Glenn continue de courir et jette le manteau de Ray par terre. Et une fois que la marionnette le remarque, elle devient complètement folle, faisant réaliser à Dunn que Ray est peut-être un descendant de la famille Antigonus. Earl remet rapidement la marionnette dans sa boîte et commence ensuite à localiser Ray. Il se dirige dans les rues, acclamant toujours de la main gauche à l'unisson. Et Clance déclare qu'il n'a jamais été aussi embarrassé en public. Il monte dans la calèche, et l'artefact les mène à un entrepôt portuaire, où Ray est en train d'effectuer un rituel sombre. Il a le carnet devant lui, et à mesure que le rituel s'achève, ses entrailles sortent et absorbent le carnet avant de le transformer en une abomination totale. Un homme maquillé en clown, se révélant faire partie de l'ordre secret, arrive le premier et sentant que les Nighthawks sont presque là dans leur calèche, il décide de rendre cet événement un peu amusant. Peu après, les Nighthawks arrivent et Glenn, utilisant le pendentif que Dunn lui a donné, sent un grand danger à l'intérieur de l'entrepôt. Une aura sinistre commence à sortir de l'entrepôt, terrifiant tellement les chevaux qu'ils s'échappent immédiatement, laissant les pauvres Nighthawks sans autre option que de rentrer à pied une fois qu'ils auront fini. Mais en se concentrant sur l'événement actuel, tous se mettent
sur leur garde lorsqu'un ray de taille gigantesque éclate, ayant l'air d'un reclus qui n'aurait mangé que des McChicken pendant 10 ans. Tout comme vous. Ray voit la boîte de l'artefact dans la main d'Earl, et cela l'enrage tellement qu'il commence à se précipiter vers elle. Puisque Clint est le seul transcendant non combattant, Dunn lui dit de rester en arrière, puis active ses pouvoirs avant d'attaquer le monstre. Léonard active aussi ses pouvoirs et enserre Ray avec plusieurs lianes. Daily tente le coup de grâce, noyant Ray dans un océan sans fin, mais sa magie ne fonctionne pas, et Ray devient encore plus grand et plus fort. Dunn réalise que c'est le carnet qui contrôle Ray et demande à Daily de trouver une faiblesse. Daly le fait en quelques secondes et demande à Dunn de contrôler Ray pendant 3 secondes afin qu'elle puisse cibler sa faiblesse. Dunn lit Ray avec de nombreuses pointes, mais cela fait que le carnet dépasse la folie et il éclate à travers Ray et frappe Dunn avec une pointe en plein cœur. Glenn a peur pour sa vie alors que plusieurs autres pointes attaquent d'autres Nighthawks. L'une frappe la valise qui contient la marionnette scellée, et alors que la valise tombe par terre, Earl dit à son collègue de la garder et passe lui-même à l'offensive, chargeant le carnet avec son épée. Mais son attaque ne fait aucun dégât, et lui aussi est vaincu lors d'une contre-attaque. Voyant son camarade souffrir, Dunn essaie désespérément de s'en sortir, mais il est empalé par la pointe contre le mur et ne peut absolument rien faire. Glenn se sent impuissant aussi, alors il essaie d'attaquer Ray lui-même en utilisant son pouvoir secret de brume grise qui lui a autrefois permis d'entrer dans le royaume d'une autre dimension. Son attaque utilisant 2 cartes fonctionne, ralentissant Ray, ce qui donne à Daily suffisamment de temps pour effectuer son mouvement spécial, Netherhan. Alors que ses mains magiques arrachent les Sheradach, la chair et les os de Ray, le monstre explose au prix de Daily étant gravement blessé aussi. Dunn se précipite vers elle, et la trouvant inconsciente, il lui donne une potion de guérison. Glenn, d'autre part, entend des murmures venant du carnet et est attiré par lui sans le savoir. Mais juste au moment où il le ramasse, l'homme de l'ordre secret fait son mouvement. Alors qu'il tend une embuscade à Glenn, Dunn lui tire dessus, mais ce n'était qu'un faux fantôme et le vrai se cache toujours. Glenn, agissant défensivement, met le carnet à l'intérieur de son costume, puis se concentre sur l'homme au visage de clown. Alors que l'homme clown expose son visage, Glenn le reconnaît comme le gars qui lui avait demandé de visiter leur cirque lors de son premier jour dans ce monde. L'homme clown continue d'utiliser ses fantômes, et à en juger par ses compétences d'esquive, il semble être un transcendant bien supérieur à tous les autres. Pendant que l'homme clown fait le clown, Glenn, à distance, essaie de prédire ses mouvements. Et une fois qu'il a compris où l'homme allait bouger ensuite, il tire. Et étonnamment, l'homme clown est touché en plein estomac. Malheureusement pour Glenn, ce n'était qu'un coup de chance, et aucun de ses prochains tirs ne fonctionne du tout. L'homme clown active ses capacités, et fait croire à tous les Nighthawks qu'il cible Glenn, les distrayant suffisamment longtemps pour qu'ils oublient de protéger l'artefact. L'homme clown donne ensuite un coup de pied à la valise en l'air, et une fois qu'elle atterrit, une brèche s'ouvre, libérant la marionnette qui, dans une soif de sang totale, arrête le temps lui-même, avant de prendre le contrôle de tous les Nighthawks. Maintenant ligotés, les Nighthawks sont les marionnettes, et la marionnette est maintenant le marionnettiste. Normalement, c'est la fin pour tous les personnages secondaires, mais parce que Clint s'est aussi retrouvé dans ce pétrin, il, dans une tentative désespérée, éveille une force externe, la mystérieuse brume grise, en effectuant le rituel d'amélioration de la chance au ralenti. Le même qu'il a amené dans ce monde en premier lieu. Une fois le rituel terminé, Glenn se retrouve à nouveau dans son royaume mystérieux et est heureux que cela ait fonctionné, car il peut enfin respirer. Quoi qu'il en soit, Clint ne peut pas rester ici trop longtemps, car son corps réel est toujours dans ce monde et est contrôlé par l'artefact marionnette. Mais avant de revenir, il doit trouver comment combattre la marionnette. Utilisant la divination, il crée un sort qui l'aidera à retourner dans le monde réel en toute sécurité. Et alors qu'il revient, il se retrouve hors du contrôle de la marionnette. L'homme clown applaudit l'exploit de Glenn et déclare que depuis le jour même de leur rencontre, il l'avait pris en affection. Quoi qu'il en soit, l'homme clown veut faire un marché avec Glenn, lui disant que s'il lui donne le carnet, il lèvera le contrôle de la marionnette sur lui, et propose également de répondre à toutes les questions de Glenn, affirmant avoir été lui-même un ancien voyant. Glenn ne sait pas quoi dire. La brume grise a déjà levé le contrôle, et il se demande pourquoi un ancien voyant n'a pas vu cela. C'était peut-être la brume grise elle-même qui a interféré avec les résultats de divination de l'homme clown. Quoi qu'il en soit, l'homme clown parle à Glenn de la séquence 8 des voix du voyant.
Et en l'entendant, Glenn est complètement mortifié. Parce que Glenn n'a pas conclu l'accord, l'homme clown essaie lentement de lui prendre le carnet. Quand Glenn se révèle capable de bouger et l'attaque, l'homme clown, en réponse, bouge aussi de sa position instinctivement, mais se fait attraper par la marionnette en conséquence. Maintenant qu'il est immobile et Glenn non, Glenn l'achève facilement d'un tir au cou avant un tir à la tête, vainquant un membre très puissant de l'ordre secret tout seul. Où l'a-t-il fait? L'homme clown se lève en répétant frénétiquement le mot Ornosis avant de tomber à nouveau, et Glenn ne peut s'empêcher de se demander ce que signifie ce mot. Il révèle qu'il entend ce mot dans de mystérieux murmures depuis qu'il est venu dans ce monde. Quoi qu'il en soit, il ferme la brèche de la valise, scellant à nouveau l'artefact marionnette et libérant tout le monde de son contrôle. Léonard s'approche de Glenn, lui murmurant qu'il a vu tout ce que Glenn a fait pendant l'état de temps figé, mais il ne lui fait aucun compliment pour être spécial, agissant avec narcissisme, déclarant qu'il est lui-même spécial dans d'autres cas aussi. Glenn n'en croit pas l'ego de ce gars. Quoi qu'il en soit, lui et les autres ramènent le carnet à la base des Nighthawks, et les Nighthawks le scellent à l'intérieur d'une pièce mystérieuse verrouillée derrière la porte de Shani. Dunn sait que Glenn veut lire le contenu du carnet, alors il assure à Glenn qu'il lui sera permis de le faire une fois que la Sainte Cathédrale aura traité le carnet. Dunn remercie ensuite Glenn d'avoir à la fois empêché une énorme catastrophe et vaincu un membre de l'ordre secret, promettant qu'il informera la Sainte Cathédrale des exploits de Glenn. Quoi qu'il en soit, les deux descendent le couloir lorsque Glenn passe devant la chambre de Fry, dont le sujet d'expérience actuelle est le cadavre de l'homme clown. Voir le cadavre remplit Glenn de culpabilité car c'est la première fois qu'il ôte une vie. Dunn le réconforte en lui disant que Glenn a en fait sauvé de nombreuses vies en prenant cette seule vie et qu'il devrait être fier au lieu de se sentir coupable. Glenn se calme grâce aux paroles de Dunn. Mais avant d'aller de l'avant, Glenn interroge Dunn sur la 8e séquence de la voix du voyant, affirmant avoir appris ce que c'est. Glenn révèle que l'homme clown lui a dit que la 8e séquence est le clown. Pause. Je n'ai aucune idée de ce que cela signifie car l'anime a gardé tout ce concept extrêmement vague. Cependant, ce que je sais, c'est que la première séquence est la séquence la plus élevée, ce qui signifie que c'est le plus proche qu'un transcendant puisse être d'un niveau de divinité, et la 9e est la plus basse. Donc oui, la 8e séquence est d'un niveau assez bas. De rien. Quoi qu'il en soit, le lendemain matin, alors qu'Earl est sur le point de partir avec l'artefact, il demande à Glenn exactement comment il a vaincu un membre de l'ordre secret de séquence 7, alors qu'il n'est qu'un voyant de séquence 9. Glenn ment en disant que c'est la déesse qui l'a sauvé d'être contrôlée par la marionnette, et l'homme clown ne l'a pas réalisé. Et Glenn a eu un coup de chance et l'a neutralisé d'un tir à la tête. Quoi qu'il en soit, Earl est toujours impressionné, déclarant qu'il n'a jamais vu un voyant aussi exceptionnel auparavant, alors il souhaite bonne chance à Glenn pour son avenir. Après avoir fait ses adieux à Earl et à ses collègues, Glenn part, se concentrant maintenant sur les Ornas qu'il continue d'entendre dans son esprit. Pour en savoir plus sur ce mot, il rend visite au professeur d'histoire de Clem Ozick à l'université Hoy et lui demande si les mots Antigonus et Ornas ont une quelconque corrélation dans l'histoire. Ozick cependant affirme n'avoir aucune idée, alors Clem part sans se douter de rien, ne réalisant pas qu'un esprit maléfique possédant son professeur a tout entendu. Ailleurs, un être mystérieux, connu sous le nom de Seigneur Oracle, menace son disciple de lui déchirer l'âme pour avoir perdu le carnet de la famille Antigonus. Son disciple se défend en disant qu'il n'a donné le livre qu'à Welch et Naya, les qualifiant d'agneaux parce qu'ils étaient une bande de nuls, et il pensait qu'ils étudieraient et déchiffreraient de nouvelles choses, ne sachant pas que le livre serait perdu. Le disciple promet qu'il n'a pas trahi l'ordre d'Aurora. Le Seigneur Oracle ne se soucie d'aucune de ses excuses, car son précieux carnet est maintenant tombé entre les mains des Nighthawks, alors il procède à la punition du disciple en le forçant à manger ses 2 propres doigts. Le disciple supplie toujours pour sa vie, mettant toute la faute sur Clem et promet au Seigneur Oracle qu'il trouvera l'autre agneau qu'il n'a pas réussi à tuer, impliquant que Welch et Naya ne se sont pas suicidés, mais que c'est lui qui les a tués pour s'être mêlé du carnet de la famille Antigonus. Le disciple est certain que Clem a découvert quelque chose de nouveau et assure au Seigneur Oracle qu'il s'occupera aussi de Clem et lui reviendra avec les secrets du carnet. Le Seigneur Oracle se calme et le laisse vivre, le prévenant que ce sera sa dernière chance de faire ses preuves. Pendant ce temps, Clem rend visite au vieil homme Neil qui veut lui enseigner la magie rituelle aujourd'hui. Neil démontre comment faire et avertit Glenn de ne jamais communiquer avec des esprits inconnus, car cela mènera Glenn à glisser dans l'abîme
où seule la mort l'attend. Glenn, cependant, qui utilise le rituel d'amélioration de la chance, a techniquement communiqué avec une entité inconnue qui lui prête ce pouvoir de brume grise. Quoi qu'il en soit, il continue de regarder Neil chercher à communiquer avec la déesse à travers plusieurs chants, demandant en gros à la déesse de lui donner 30 $. Après avoir accompli le rituel, Neil sort avec assurance dans les rues avec Glenn et voilà, il trouve un portefeuille contenant beaucoup d'argent. Le vieil homme déclare que c'est la déesse qui lui a donné cet argent et Glenn pense honnêtement que ce n'est qu'une simple coïncidence. Un homme en calèche s'arrête, affirmant que le portefeuille est le sien. Neil le lui rend, l'emblème de la calèche correspondant à celui du portefeuille. L'homme remercie Neil pour son honnêteté et lui offre 30 orphes en signe de gratitude. Glenn n'en revient pas et commence à croire que ce rituel à la déesse pourrait réellement fonctionner. Après cette leçon de Neil, Glenn erre sans but dans les rues de Tingen quand Angelica, réceptionniste du club de divination, l'approche, lui tendant un dépliant et lui demandant s'il est intéressé par la divination. Le travail de Glenn est fondamentalement la divination, car il est un voyant. Mais il entre quand même dans le club pour voir de quoi il s'agit. Et la divinatrice, Glacis, utilise des cartes de tarot pour répondre à la question de Glenn concernant un endroit où il veut retourner. Selon Glacis, Glenn ne peut pas retourner à l'endroit où il souhaite aller maintenant. Mais à long terme, c'est possible, plutôt vague. Mais Glenn apprécie la divination et paie Glacis ses honoraires. Glacis commence à tousser, laissant entendre de mauvaises conditions de santé, alors Glenn utilise sa vision de voyant, découvrant une maladie autour des poumons de Glacis. Il dit donc à Glacis de consulter un médecin rapidement. Glacis demande à Glenn ce qui lui fait penser qu'il est malade, et Glenn affirme fièrement qu'il est un voyant. Il veut agir comme un vrai voyant pour que les potions de séquence aient un meilleur effet. Il rejoint donc le club de divination et remplit le formulaire d'adhésion lorsque la réceptionniste mentionne qu'elle a entendu de son supérieur Vincent, le meilleur divinateur de leur club, que Glenn est un excellent voyant. Apparemment, Vincent donne un cours de divination en ce moment sur la divination par miroir et, intéressé, Glenn décide d'y jeter un coup d'œil. Dans ce cours, Vincent dit à ses élèves que les miroirs sont les portes du monde des esprits. Et s'il y a la moindre erreur dans la divination par miroir, une tragédie pourrait arriver. Selon Vincent, la divination par miroir est aussi une magie rituelle, où des incantations triples sont utilisées pour prier les 7 êtres orthodoxes. Glenn active sa vision de voyant pour voir s'il pratique sainement et constate que tout semble normal. Cependant, il pense que quelque chose ne va pas. Vincent tend une boîte à l'une de ses étudiantes, et alors qu'elle quitte les lieux, ce n'est qu'à ce moment-là que Glenn réalise que quelque chose ne va pas avec cette boîte. Vincent remarque Glenn lui demandant ce qu'il fait ici, et Glenn explique qu'il vient de rejoindre ce club et qu'il est un voyant. Vincent peut dire par sa divination que quelque chose de profond dans l'âme de Glenn l'a guidé ici, et c'est l'espoir. Mais ce même espoir est la cause de la confusion de Glenn et l'a presque forcé à choisir la mort. Cet espoir est, bien sûr, de retourner dans le monde natal de Glenn, et Glenn est stupéfait de voir à quel point Vincent est brillant en tant que divinateur. Clint demande à Vincent s'il y a un moyen pour lui de sortir de cette situation difficile, et en réponse, Vincent lui dit 2 mots, rassemblement et famille. Clint se demande ce que cela signifie, mais quoi qu'il en soit, il remercie Vincent et quitte son cours de divination quand on peut voir qu'il manque 2 doigts à Vincent. Ce qui signifie qu'il est le même disciple qui en veut à la vie de Clint sous les ordres de Lore l'Oracle. De retour chez lui, Clint étudie ses capacités, essayant de modifier les pouvoirs du brouillard gris pour lui permettre de rentrer chez lui et écrit une magie rituelle qui l'appellerait. Soudain, il sent un mouvement d'horlogerie d'un monstre à l'extérieur. Il ouvre donc la porte, mais découvre que c'est juste sa sœur Mélissa qui joue avec son jouet tortue fait maison, d'où venait le son. Malheureusement, Glenn n'a plus le temps de jouer avec sa sœur, alors il lui dit qu'il doit retourner au travail. Mélissa comprend que son frère est maintenant un homme très occupé, maintenant qu'il a un emploi. Mais elle exige quand même un peu de son temps, lui faisant promettre qu'il ira avec elle à la fête d'anniversaire de son ami dimanche prochain. Clint accepte parce que Vincent lui a dit de se concentrer sur la famille et le rassemblement. En parlant de rassemblement, il décide d'organiser un rassemblement, dans son royaume mystérieux également, et invoque Justice et Monsieur le Pendu en appelant leurs étoiles. Cette fois, Glenn utilise sa vision de voyant qui l'aide à voir que si l'aura de Monsieur le Pendu ressemble à des vagues de mer orageuses, l'aura de Justice est aussi calme qu'un lac. Glenn peut aussi voir que Justice est devenue une Beyonder
car elle a un symbole de constellation d'un dragon géant apparaissant derrière elle, ce qui est une représentation magique de sa voix, ce qui signifie qu'elle a pris la voix du spectateur, tandis que Monsieur le Pendu a pris la voix du marin. Glenn jette un coup d'œil à son propre symbole de constellation en utilisant sa vision de voyant et découvre que c'est un œil sans pupille. Cela indique le secret. Il y a aussi des lignes contorsionnées sous l'œil qui représentent le changement. Mais quant à savoir pourquoi ce sont des lignes qui se chevauchent, Klein ne le sait pas encore. Pour l'instant, il se concentre sur la conversation avec ses deux invités et les accueille dans son domaine, leur disant de se sentir libre de parler maintenant. Justice, en réponse, veut que Glenn réponde à 3 questions. Sa première question est « Que doit-elle faire en tant que spectatrice ?» Puisque c'est une question très simple, à laquelle pour être juste, Glenn n'a probablement pas de réponse, Monsieur le Pendu répond pour lui, déclarant qu'un spectateur doit toujours observer et être détaché de tous les autres tout en les observant attentivement. C'est ainsi qu'un spectateur saisit leurs vraies pensées et obtient des indices subtils. Le Pendu mentionne également qu'elle doit maîtriser la potion de séquence et trouver la signification symbolique de ces noms de potions pour minimiser le risque de perdre le contrôle de ses pouvoirs. Klein, cependant, interrompt le Pendu, apprenant du journal du défunt empereur que les potions ne devraient pas être maîtrisées. Au contraire, il faudrait se concentrer sur leur digestion, car la plupart des contenus des potions restent non digérés à l'intérieur. Il clarifie également qu'il ne devrait pas essayer de trouver la signification du nom de la potion. Au contraire, il devrait agir comme ces noms, parce que c'est la clé. Le Pendu est surpris, et comme frappé, par l'idée que cela pourrait être le cas. Alors il se lève, remerciant Glenn pour une telle perspicacité précieuse. Quoi qu'il en soit, Justice passe à sa deuxième question, demandant à Glenn ce qui se passerait si un animal buvait une potion de séquence 9. À en juger par son expression, Glenn réalise instantanément que cet idiote a dû donner à un animal une potion de séquence 9, et il est révélé que c'est son chien qui l'a bu. Monsieur le Pendu répond à nouveau pour Glenn, déclarant que l'animal mourra sur le champ, deviendra un monstre, et si rien de tout cela n'arrive, il se transformera en une créature extraordinaire. Il semble que le chien ne soit pas mort, ni transformé en monstre. Alors Justice est contente que tout se soit bien passé. Elle pose sa troisième question, disant d'abord à Glenn que les gens de son pays à Lowen, principalement la royauté et la noblesse, cherchent des réformes. Elle n'entre pas dans les détails, ne voulant pas révéler ses informations personnelles, mais manque de laisser échapper qu'elle est de la famille royale. En tout cas, les ministres de son pays sont trop stupides et elle veut recruter de nouvelles personnes et demande à Glenn comment elle peut trouver des talents fiables. Glenn offre une solution simple. Il lui dit d'organiser un examen équitable ouvert à tous, y compris aux roturiers, appelés les examens mondiaux, et le gagnant pourra servir le royaume et son peuple. Puisque Glenn a compris que Justice est de la famille royale, il lui donne la tâche de trouver les journaux secrets du défunt empereur Roselle. Le Pendu est choqué, réalisant que les textes extrêmement difficiles à déchiffrer sont en fait des journaux, et devient encore plus intrigué en comprenant que l'homme mystérieux ici peut les lire. Glenn leur dit aussi à tous les deux d'essayer la magie rituelle dimanche prochain et de prier pour de bons rêves. Et s'ils réussissent, ils pourront ajuster leurs souhaits. Justice demande quelle devrait être l'incantation, à quoi Klein répond, et je cite, « Le fou qui n'appartient pas à cette ère. Vous êtes le mystérieux souverain de la brume grise. Vous êtes le roi du jaune et du noir qui manie la bonne fortune. » Cela signifie que Glenn leur demande de le prier, et cela les fait tous deux penser que Glenn a atteint le niveau des 7 êtres orthodoxes, et qu'il est un être terrifiant qui doit être craint et adoré. Quoi qu'il en soit, les deux partent, et Glenn revient dans le monde réel. Et alors qu'il regarde par la fenêtre, il voit que son frère Benson est venu lui rendre visite. Ils passent un bon moment ensemble, et le dimanche, les 3 frères et sœurs se rendent chez Selena pour son dîner d'anniversaire. Alors que Selena sort pour serrer dans ses bras son amie, Melissa pour être venue, Glenn la reconnaît comme la fille du club dont la boîte l'avait agacée. L'amie du club de divination de Selena, Elizabeth, est également là. Et alors qu'ils passent à la célébration, Glenn avance aussi. Soudain, il sent quelqu'un le prier et réalise que c'est l'homme pendu qui a commencé à exécuter la magie rituelle comme il lui avait été dit. Plus tard, pendant la fête d'anniversaire, Elizabeth s'approche de Glenn, lui chuchotant en plaisantant qu'elle n'a pas dit à Melissa que Glenn est secrètement un voyant. Melissa voit Glenn parler à Elizabeth, alors elle vient et accepte d'abord que Glenn et Benson devraient tous deux profiter de cette occasion pour trouver une épouse appropriée. Mais elle est mécontente que Glenn tente sa chance avec quelqu'un de mineur comme Elizabeth, ce qui est un total malentendu.
après la fête d'anniversaire, Selena est avec ses deux amies, Melissa et Elizabeth, et elle décide d'ouvrir ses cadeaux. L'un vient de Vincent, un miroir magique de haut niveau, et elle incante le sort que Vincent lui a appris sans se douter de rien. Cependant, cela provoque l'activation d'un hôtel dans la maison de Vincent, et Vincent rit maniaquement, certain maintenant que son plan fonctionnera et qu'il vaincra Glenn. En parlant de Glenn, il sent un danger venant de la chambre de Selena, alors il se dirige vers sa chambre et les observe discrètement. Il voit que les trois filles font juste de la divination par miroir basique, comme demandé au miroir quand leur prince charmant entrera dans leur vie. Cependant, en utilisant sa vision de voyant, Glenn réalise que le miroir essaie en fait de posséder Selena. Il n'a pas le temps d'appeler Dunn ou d'autres Nighthawks, alors il décide d'emprunter le pouvoir de la déesse de la nuit éternelle en utilisant la magie rituelle que Neil lui a enseignée. Pendant qu'il se prépare à initier le rituel, Selena est possédée par un esprit maléfique. Avant qu'elle ne puisse blesser ses deux amis, Glenn arrive et l'endort en utilisant sa compétence, le sommeil nocturne. Puis il commence rapidement à prier la déesse de la nuit éternelle, ce qui submerge immédiatement le sort de Vincent. Alors Vincent, prenant des contre-mesures, tire son pouvoir de son propre maître, faisant en sorte que le corps possédé de Selena absorbe le miroir et devienne berserk. Glenn écrit le chant pour le rituel, mais quelques secondes plus tard, il est attrapé par les cheveux toujours étirés de Selena qui commencent à drainer son âme. C'est en fait Vincent qui contrôle Selena, et il accuse Glenn d'être un agneau ingrat qui, au lieu d'accepter le don de la mort de son maître, a acquis des pouvoirs au-delà d'elle. Vincent soupçonne qu'il n'a obtenu ses pouvoirs qu'en découvrant quelque chose du carnet de la famille Antigonus, et exige que Glenn lui dise ce qu'il a découvert. Glenn, ne sachant pas qui contrôle Selena, essaie désespérément de saisir son revolver, mais il échoue et commence à perdre connaissance. Alors que ses yeux se ferment, il entend les chants de justice qui le prient, et ses prières lui donnent la force de maîtriser Vincent. Vincent, désespéré de gagner, sacrifie les muscles de son bras pour rendre Selena plus forte, et Glenn, pendant ce temps, prie la déesse de libérer Selena de sa contamination maléfique. Comme sa prière est noble et pure, la déesse de la nuit éternelle exauce son souhait et libère Selena de l'emprise de Vincent. Glenn vérifie Melissa qui est inconsciente et il réalise qu'il doit faire quelque chose pour protéger sa famille du danger. Pendant ce temps, Vincent, qui a de nouveau échoué, essaie de fuir pour sauver sa vie, mais son supérieur le rattrape en premier et, comme averti, déchire son âme en lambeaux. Glenn, pendant ce temps, raconte à Dunn cet incident et ses découvertes. Que Vincent doit être lié à une organisation secrète, qui est après le carnet, puisqu'il était celui qui a donné ce miroir à Selena. Les deux se rendent chez Vincent seulement pour trouver le cadavre de Vincent, et tous deux réalisent que quelqu'un de maléfique est derrière tout cela. Alors que Dunn fixe Vincent en utilisant ses pouvoirs de somnambule, il se retrouve dans un autre royaume de nulle part, debout devant un être démoniaque enchaîné à l'envers. Quelques jours plus tard, Glenn et Dunn assistent à un spectacle d'opéra étrange qui est un rassemblement des survivants de la tragédie de l'Alfalfa et de leurs familles. Selon la chanteuse d'opéra, lorsque le navire Alfalfa a coulé dans la mer déchaînée à cause de la trahison d'un individu maléfique qui a massacré de nombreuses personnes cette nuit périlleuse. Un guerrier nommé Triss s'est levé et a sauvé tout le monde, devenant le nouveau héros du royaume. Le héros Triss entre en scène et tout le monde l'applaudit. Pendant ce temps, Dunn est visiblement secoué par le choc qu'il a subi en voyant l'être maléfique pendant une brève seconde. Glenn a appris que l'être maléfique pourrait être une entité nommée le vrai créateur, que des organisations comme l'Ordre de l'Aurore adorent. Clint déplore la mort de Vincent. Autrement, ils auraient obtenu plus d'indices sur l'Ordre de l'Aurore. Quoi qu'il en soit, les deux traitent actuellement cette affaire de la tragédie de l'Alfalfa, et ils croient qu'il y a autre chose de caché qui n'est pas divulgué. Il y a une semaine, une dame est trop venue au club de divination, voulant une divination de Glenn, concernant son mari, Joyce. Apparemment, Joyce était à bord du navire Alfalfa, mais le navire n'a jamais atteint le port. Glenn a regardé la photo de Joyce et a utilisé son pouvoir de voyant, voyant des aperçus de Joyce survivant à peine en mer, tandis que l'Alfalfa brûlait en arrière-plan. Et après avoir échoué, Joyce était enfin en sécurité. Glenn a rapporté sa divination aux Nighthawks, et eux, trouvant cet incident suspect, ont commencé à chercher de nouvelles pistes pour aller au fond de l'affaire. Apparemment, Triss, le soi-disant héros, a sauvé Joyce et Clint, et Dunn sont venus ici pour le rencontrer afin d'obtenir plus d'informations sur cette affaire.
Cependant, lorsque Triss remarque la présence des deux Nighthawks, il part rapidement dans sa calèche. En tout cas, la dame et son mari, Joyce, sont également venus ici pour exprimer leur gratitude à Triss, et Joyce rencontre Glenn pour la première fois. Alors qu'ils se serrent à la main, Glenn remarque que quelque chose dérange Joyce spirituellement, et Joyce, cherchant de l'aide, demande une divination. Une fois dans la salle de divination, Joyce explique sa situation à Glenn, lui disant que depuis l'incident de l'alfalfa, il fait le même cauchemar encore et encore chaque nuit. Glenn, utilisant ses pouvoirs, entre dans le monde onirique de Joyce pour voir ce qu'est ce cauchemar et découvre que l'alfalfa est en feu. Il y a un homme qui tient un nouveau-né dans ses mains. L'homme jette impitoyablement le bébé à la mer avant de plonger lui-même. Mais Joyce l'empêche de tomber, ne voulant pas qu'il meure aussi. Glenn se tient juste derrière Joyce et il demande à Joyce pourquoi il essaie de sauver la vie de ce barbare. Apparemment, le gars qui tente de se suicider ici est l'un des membres d'équipage qui a trahi les autres membres d'équipage de ce navire et a causé cette tragédie. Mais parce qu'il est le dernier, Joyce veut le sauver pour lui demander pourquoi il a commis une telle atrocité et ce qui l'a poussé à le faire. Glenn essaie de comprendre le raisonnement de Joyce et il soupçonne qu'il y a un cerveau qui travaille en coulisses et qui a tout manipulé. C'est alors que Glenn sent quelqu'un tout au fond du navire les regarder fixement. Et c'est Triss. Mais au moment où Glenn se retourne, la scène change et il se retrouve dans une ancienne ruine de palais. Un œil cramoisi géant fixe son âme et il y a un trône malveillant à sa gauche qui ne cesse de murmurer les mots Ornas et Phlegreia à plusieurs reprises. Le rêve se termine et Glenn ne peut s'empêcher de se demander ce que diable signifie Ornasus. Ce mot le hante chaque fois qu'il essaie la divination et il soupçonne qu'une divinité maléfique est derrière tout cela. Il soupçonne également que l'ancien palais pourrait contenir des indices liés à la raison pour laquelle il a été transmigré dans ce monde. N'ayant aucune réponse, il espère que son professeur d'histoire, Isaac, a trouvé quelque chose et passe à la situation actuelle. Il parle à Dunn du cerveau qu'il a vu dans le cauchemar de Joyce, et il croit que Triss est le cerveau qui a manipulé les survivants pour leur faire croire qu'il est le héros qui les a sauvés. Dunn, cependant, n'accepte pas cela comme une preuve valable, car ce n'est qu'une hypothèse, et ce n'est pas suffisant pour condamner un héros célèbre. Ils ont besoin de preuves concrètes, et pour ce faire, Dunn décide de faire appel à l'aide du punisseur mandaté et de l'esprit de ruche mécanique. En parlant du héros, il passe un très bon moment, dormant avec deux beautés. Quelqu'un interrompt cependant ses doux rêves, ayant l'ombre d'une araignée, et elle demande à Triss s'il s'amuse à être adoré par les victimes et leurs familles. Triss en réponse déclare fièrement que provoquer les maris à s'entretuer puis profiter de leurs veuves a été une expérience plutôt agréable. Il nous est révélé que Triss est un instigateur de séquence 8, ce qui explique comment il a incité tout l'équipage à se battre. Quoi qu'il en soit, Triss croit qu'il a accompli un exploit considérable et demande à la dame encapuchonnée de le promouvoir à la séquence suivante. Elle accepte de le faire, mais lui demande de terminer une tâche supplémentaire d'abord. Selon la dame, Nighthawk surveille l'un des complices de Triss, donc Triss devra accomplir cette tâche seule. Elle le paie pour la tâche à l'avance, lui remettant la formule de la potion de 7ème séquence et le nom de la potion, sorcière. De retour à Glenn, il rend visite à Neil, lui demandant de l'aider à acheter une paire de talismans pour protéger son frère Benson et sa sœur Melissa. Neil emmène Glenn dans un endroit secret caché sous un bar local, et c'est le marché souterrain de Tingen. En traversant le marché, Glenn remarque un soi-disant fou, avec de fortes ondes spirituelles. Le fou remarque aussi Glenn, et en l'approchant, il sent l'odeur de la mort, ce qui le fait saigner des yeux. Glenn s'inquiète, et Neil déclare que même si ce gars est spirituellement conscient, il est apparemment connu pour ses divagations. Il est donc préférable que Glenn l'ignore. Glenn, cependant, réalise que le fou n'a dit cela que parce que Glenn est techniquement mort, du moins l'original Glenn l'est. De plus, ce corps est mort une fois aussi. Il s'avance quand même, et Neil guide Glenn vers le magasin qui vend des talismans. Alors que Glenn est en train de choisir des talismans que le vieil homme va traiter lui-même plus tard, il remarque Triss à proximité. Alors il commence à suivre Triss, emmenant Neil avec lui. C'est alors qu'il remarque que Triss est déjà suivi par un autre homme, et Neil reconnaît cet homme, en tant qu'informateur du punisseur mandaté. Ce qui signifie qu'il y a d'autres informateurs aux alentours également.
Soudain, une course-poursuite éclate entre Triss et l'informateur, semant le chaos sur la place du marché, et tous les informateurs se ruent vers Triss. La poursuite se prolonge en surface, et lorsque Neil et Glenn y arrivent, ils découvrent que Triss s'est déjà occupé des informateurs. Et à côté du cadavre de l'informateur se tient Dunn. Dunn informe Glenn de la situation et du fait que les punisseurs mandatés ont déjà trouvé des preuves contre Triss, et que Triss est un instigateur de la secte démoniaque, excellent à attiser les désirs maléfiques et les conflits chez ses victimes. Clint utilise sa baguette de sourcier pour localiser la direction prise par Triss, tout en demandant à Dunn plus de détails sur la secte démoniaque. Selon Dunn, cette secte est une organisation maléfique réputée pour semer la catastrophe à travers tout le royaume, et les hauts dirigeants de la secte sont toutes des femmes, ce qui est logique car elles vénèrent une divinité interdite nommée la démonesse primordiale. Bref, Glenn et Dunn arrivent à l'endroit où se trouve Triss, et ils y pénètrent avec d'autres officiers des Nighthawks. De nombreuses femmes sortent en courant au même moment et l'une d'elles bouscule Glenn qui remarque qu'elle a laissé tomber un chapeau. Et en le ramassant, il trouve suspect qu'une dame possède un chapeau d'homme, alors il utilise sa vision de voyant sur elle alors qu'elle part dans sa calèche, mais ne trouve rien d'inhabituel. Pendant ce temps, Dunn et son équipe fouillent tout le bâtiment mais ne trouvent pas Triss. Quelques jours plus tard, il n'y a toujours aucune trace de Triss nulle part, et finalement l'opération de recherche prend fin. Glenn, quant à lui, devient un Nighthawk officiel, et en conséquence, son salaire est augmenté à 6 por heure par semaine. Il devient un devin régulier au club de divination, et organise également quelques réunions supplémentaires pour le club de tarot dans son royaume mystérieux. Glenn donne aussi les talismans qu'il a fabriqués avec Neil à Benson et Melissa. N'ayant pas beaucoup d'affaires en cours, Glenn suit quelques cours de mysticisme quotidiennement et s'initie également à l'entraînement au combat d'arts martiaux, car il n'est pas très doué au combat. Alors que tout semble redevenir paisible et calme, Léonard fait irruption à la porte de Glenn, l'informant que la police de la ville a signalé que les décès des 2 dernières semaines ont quintuplé, ce qui signifie que quelque chose d'inhabituel se passe même s'il n'y a eu aucun rapport de cas lié aux Beyonders. Léonard entre dans les détails des décès, et selon les rapports, il y a une semaine, plus d'une douzaine d'ouvrières d'usine sont décédées d'un empoisonnement au plomb, tandis que d'autre part, il y a eu un incendie criminel. Le même jour, un autre homme s'est noyé à cause d'une extrême pauvreté, et de nombreux autres cas similaires se sont produits. Comment sont-ils tous liés ? Eh bien, la plupart des victimes sont des travailleurs de basse classe, qui sont soit extrêmement pauvres, soit souffrent de maladies graves. Glenn a pitié des victimes, car sa propre famille, dans cette vie, a également souffert d'une extrême pauvreté, ce qui a conduit la mère de Glenn à succomber à une maladie terminale qui lui a coûté la vie. Depuis lors, le grand frère de Glenn a travaillé d'arrache-pied pour protéger le petit Glenn et Melissa. Quoi qu'il en soit, Glenn rend visite à l'une des victimes décédées d'un arrêt cardiaque il y a quelques heures. Et lui, utilisant ses pouvoirs sur son cadavre, rejoue le moment de sa mort afin de voir si quelque chose d'inhabituel s'est produit. Comme prévu, des heures avant sa crise cardiaque, elle a été tapotée dans le dos par quelqu'un et la main ressemblait à celle d'une femme. Glenn informe Dunn de ses découvertes et Dunn déclare que les informations visuelles de Glenn correspondent également aux conclusions de son enquête. Et apparemment, dans tous les autres cas aussi, la main de la femme mystérieuse est apparue à chaque fois. Dunn soupçonne que Triss et sa complice Beyonder féminine sont derrière tout cela. Pendant ce temps, Glenn élabore une théorie, mais Léonard, étant curieux, s'en attribue également le mérite. En tout cas, Glenn explique à tous comment toutes ces victimes étaient destinées à mourir très bientôt, elles ont donc été ciblées pour un vol de vie. Les personnes qui volent des vies, leur but est généralement d'utiliser ces vies volées pour invoquer une divinité maléfique, ou un démon, ou une malédiction à grande échelle. Pendant que les autres enquêtent sur la secte démoniaque, Léonard plaisante avec Glenn en disant qu'ils sont tous deux les protagonistes de cette histoire, et que cela pourrait faire dérailler complètement la roue de l'histoire. La seule raison pour laquelle Léonard prétend être un personnage principal est qu'il a des secrets, et il sait que Glenn en a aussi. Alors Léonard dit à Glenn qu'ils resteront camarades si Glenn promet de ne jamais mettre en danger les Nighthawks. Glenn n'est pas intéressé à parler avec ce PNJ cliché médiéval trop dramatique, alors il se concentre sur la résolution de cette affaire. Dunn détermine que ces cas correspondent bien aux caractéristiques d'un rituel de vol de vie, et qu'ils doivent agir vite pour trouver l'hôtel et arrêter le rituel. Autrement, une catastrophe frappera la ville. Utilisant un pendentif trouvé sur l'un des cadavres des victimes, Clint cherche l'emplacement de l'hôtel, et une fois qu'il l'a trouvé, il se dirige immédiatement vers l'endroit. Ne voulant pas endommager le monde réel,
Dunn décide d'utiliser ses pouvoirs pour attirer les ennemis dans un rêve et ordonne à Léonard et Fry d'attaquer simultanément. Ils s'approchent ensuite du manoir, alertant la dame à l'intérieur qui se dissimule à l'aide d'une potion, disparaissant dans les airs et attaque un officier, Nighthawk, en le poignardant dans le dos. Cela la fait se révéler juste une seconde, et Léonard utilise cette opportunité pour lui tendre une embuscade. Et Dunn essaie de l'entraîner dans un rêve, mais échoue. Léonard parvient à tirer sur la poitrine de la dame, mais ce n'était qu'un sort de substitution. Comme tous les trois sont incapables de l'atteindre, Glenn réalise que la dame doit être au moins de séquence 7, puisque Léonard et Fry sont de séquence 8 et 9. La dame entre ensuite dans le manoir et prie la démonesse primordiale de lui accorder des pouvoirs pour gérer cette situation. Et alors qu'elle est investie par la démonesse, de nombreux esprits maléfiques sont libérés et attaquent les Nighthawks. L'un d'eux frappe un personnage secondaire jetable nommé Fry, provoquant littéralement le gel de ses cellules sanguines. Alors que ces cellules gelées atteignent le cœur, quelque chose se déclenche en lui. Dunn, de son côté, entre dans le manoir, y trouvant de nombreuses poupées vaudou qui contiennent très probablement les vies volées. Il remarque quelqu'un au loin qui lui ressemble à la démonesse primordiale. Et alors qu'elle déchaîne une attaque sombre et menaçante, il se défend à peine, crachant du sang en conséquence. La dame, pendant ce temps, s'échappe par la fenêtre arrière où Léonard attend dehors. La dame frappe sournoisement Léonard avec une fleur violette sur laquelle est placée la malédiction de la sorcière. Pendant que Léonard sacrifie un de ses doigts et une mèche de ses cheveux pour se sauver de la malédiction, la dame s'échappe. Une fois la dame partie, la malédiction est également levée. Alors Léonard remet son doigt arraché à sa place et rejoint ensuite les autres. Glenn est au manoir et il restaure momentanément un miroir pour voir les reflets des personnes qu'il avait montrées la semaine dernière. Alors que le miroir montre le reflet de la dame, Glenn la reconnaît comme la même fille qui s'était enfuie de l'endroit où Triss s'était cachée. Cela fait réaliser à Glenn que la dame n'est pas une des victimes de Triss, mais plutôt Triss elle-même. Cela expliquerait pourquoi seules des femmes se trouvent dans les échelons supérieurs de la secte démoniaque, et il est honnêtement troublant qu'elles aient toutes été des hommes. Triss, qui se fait maintenant appeler Trissy, monte dans un train, et sa beauté attire de nombreux hommes vers elle. Et je ne peux m'empêcher de me demander si elle va maintenant coucher avec des hommes. Quelques jours plus tard, Elizabeth rend visite à Glenn, lui demandant d'interpréter l'un de ses rêves récents. Apparemment, depuis qu'elle est revenue de sa visite à la ville de Lamoud, elle fait des cauchemars. Et dans ces cauchemars, elle ne cesse de voir un château abandonné où hante un esprit de spectre. Alors Glenn et ses collègues visitent le château de Lamoud et comme prévu, ils découvrent qu'il y a bien un spectre dans le château. Apparemment, les spectres sont connus pour envahir les rêves, et cela pourrait expliquer pourquoi Elizabeth fait ses cauchemars récemment. Pour exorciser le spectre, Dunn apporte cette fois un artefact avec lui appelé l'emblème solaire 30782. Cependant, le seul problème avec cet artefact est qu'il peut transformer les Beyonders en idiots qui ne cessent de louer le soleil sans fin pendant un quart de journée. Bref, il commence toute la recherche à l'intérieur du palais, et Glenn, utilisant sa vision de voyant, découvre le spectre en premier, prenant la forme d'une brume noire. Alors que les Nighthawks tentent d'appréhender le spectre, il prend la forme d'un chevalier sans tête et attaque les Nighthawks avec son épée. Dunn est touché en premier, faisant tomber l'artefact de sa main. Le chevalier ne montre aucun intérêt pour l'artefact et continue de cibler Dunn qui tire un coup de feu. Mais le chevalier, tel un vrai dur à cuire, tranche la balle entrant en deux. Glenn essaie d'aider Dunn, mais cela s'avère être une énorme erreur car le chevalier le remarque et le frappe au visage avec un coude, brisant tous les vaisseaux sanguins de son œil. Pour empêcher le chevalier de blesser davantage Glenn, Dunn active sa capacité à envoyer le chevalier dans le monde des rêves. Le chevalier, agissant défensivement, s'approche de Dunn pour l'empêcher d'exécuter pleinement son sort. Mais Dunn ne faisait que la pâter, et son véritable objectif était d'activer l'artefact. Et alors que le chevalier s'approche suffisamment, à moins de 5 mètres de l'artefact, il l'active, et l'artefact dissipe littéralement le spectre chevalier. Pendant que les autres s'occupent des traces restantes du spectre, Clem remarque des particules spirituelles s'écoulant vers les décombres. Il inspecte les décombres et trouve un portrait. Et à en juger par le style, il date de la 4e époque. Et la personne sur le portrait pourrait être le propriétaire original de ce palais, le premier baron Lamoud, qui, selon les légendes, a simplement disparu un jour. Glenn trouve le visage de cet homme étrangement familier, et il ne lui faut pas beaucoup de temps pour réaliser que le visage de cet homme ressemble à celui de son professeur d'histoire, Isaac.
Mais comment cela pourrait-il être possible? Cela signifierait qu'Isaac a vécu plus de 1000 ans, tout en gardant son identité totalement secrète. Glenn, étant un idiot quand il le faut, n'y pense pas trop une fois de plus et écoute ce que Dunn a à dire. Dunn croit que les esprits ont été purifiés, mais en raison de leur nature destructrice, il décide qu'il est préférable qu'ils restent ici pour la nuit. Glenn se porte volontaire et reste éveillé pour faire le premier quart pendant que tous les autres se reposent. Dunn lui a donné l'artefact au cas où un spectre apparaîtrait, et assis oisivement, Cleance fixe l'artefact quand une idée lui vient. Que s'il effectue une divination sur l'artefact depuis le royaume mystérieux, rempli de brume grise, l'interférence pourrait être supprimée et il pourrait voir l'histoire de la formation de cet artefact. Mais d'abord, il veut s'assurer que personne ne regarde. Alors il se rend dans un endroit isolé et entre dans le royaume mystérieux de la brume grise. Alors qu'il imagine posséder l'artefact de l'emblème solaire, celui-ci se manifeste. Il utilise ensuite la divination sur l'emblème et cela fonctionne, déclenchant un souvenir d'événements passés de l'emblème où un homme encapuchonné est vu s'approchant du soleil éternellement ardent. Le soleil éternellement ardent contrôle la voie solaire, et l'homme a essayé de le contenir à l'intérieur de cet emblème même. Mais alors que quelques gouttes pénétraient l'artefact, cela a coûté la vie à l'homme. Ainsi, l'emblème est devenu un artefact incontrôlable. Clint rejoue cet événement, mais cette fois, il s'approche du soleil éternellement ardent d'une perspective à la première personne, car il veut voir ce qu'est réellement cette chose. Alors qu'il touche une goutte du soleil éternellement ardent, le sol sous lui se vaporise et tout devient noir avant qu'un véritable soleil ardent ne le vaporise en néant. Le rêve ne se termine pas, et Glenn continue de brûler avec son sanctuaire. Et alors qu'il continue de souffrir, une brume grise le sauve de la mort. Ses blessures commencent à guérir, et alors qu'il reprend conscience, il réalise qu'il a réellement contemplé la divinité solaire. Et en conséquence, il a été presque réduit en cendres jusqu'à ce que la mystérieuse brume grise le sauve. La douleur fait craindre à Clan d'utiliser la divination à nouveau. Mais alors que ses blessures disparaissent instantanément, Clan se retrouve dans un plan blanc où apparaissent de nombreuses phrases chinoises modernes comme ange blanc, technique du charme du soleil flamboyant, voie solaire, et ne jamais contempler un dieu. Glenn ne comprend pas ce qui se passe, mais la seule chose qu'il réalise est qu'il est récompensé par un être divin pour avoir traversé la colère d'une divinité pendant 1 minute entière. Son hypothèse est juste alors que le mot apparaît. 4e séquence, sans ombre. C'est la récompense de Glenn, une formule de potion de haute séquence qui peut le promouvoir à la 4e séquence. Glenn est content d'avoir pris le risque de faire cela, mais il est triste de voir son royaume détruit en morceaux. Avant de partir, il répare l'endroit, puis retourne dans le monde réel. Il regarde autour de lui et est soulagé que rien de dangereux ne se soit produit pendant son absence. Il a sommeil à cause de tout ce stress, mais son esprit se demande toujours ce qu'il en était de tous ces mots, comme ange blanc, par exemple. Le lendemain matin, Glenn rentre chez lui quand il trouve un courrier dans sa boîte aux lettres d'Ezek qui affirme avoir obtenu des informations sur le mot Ornas. Alors Glenn rend visite à son professeur, mais ne le trouve pas dans ses appartements. Alors que le vent souffle sur un rideau, il découvre des marques de sang rouge sur les murs, spécifiquement sur la peinture du château de Lemude. C'est à ce moment-là qu'il a su qu'il était piégé. Isaac apparaît devant Glenn, à cet instant précis, et lui dit d'un ton menaçant qu'il fait des rêves étranges récemment. Il affirme avoir vu ce château dans son rêve, et c'est pourquoi il l'a dessiné. Glenn ne prend pas la peine de poser des questions, car il est complètement stupéfait et effrayé. Quoi qu'il en soit, Azik lui donne un livre intitulé « Recherche sur les ruines anciennes du pic principal des Ornas ». Glenn remercie Isaac et essaie de partir immédiatement. Mais Osiek insiste pour que Glenn lise le livre juste là, devant lui. Alors que Glenn parcourt les pages avec désinvolture, il trouve un portrait qui ressemble au palais qu'il a vu dans son rêve. Cependant, le palais de son rêve semblait plus magnifique et avait même un trône effrayant qui ne semblait pas destiné à être occupé par un humain. Quoi qu'il en soit, Glenn lit avidement le contenu du livre qui parle de la chaîne de montagnes Ornas, située près de 2 pays, Lohin et Intis. Dans la chaîne de montagnes Ornas vivait autrefois une ancienne nation, et Glenn trouve des dessins d'humains anciens, ce qu'il trouve étrange car leurs vêtements ressemblent à ceux des humains modernes. Apparemment, les humains anciens croyaient que la mort n'était pas la fin et que les membres de la famille décédée les protégeraient de l'au-delà. Ils gardaient donc les membres de la famille décédés à leur chevet pendant 3 jours. Azek remarque la page que Cleance lit et, ayant déjà lu le livre, Azek déclare qu'après 3 jours, il n'y aurait pas d'enterrement
car le défunt disparaîtrait magiquement. Ce qu'Azek trouve plus intéressant, c'est que les humains anciens vénéraient une entité mystérieuse qu'ils appelaient la Mère Céleste, une souveraine de la nuit éternelle. Ces termes, bien sûr, sont assez similaires à la déesse de la nuit éternelle que les Nighthawks vénèrent, ce qui fait se demander à Clem s'il vénère une entité similaire. Quoi qu'il en soit, Oziek demande à Clem pourquoi il n'a pas bu son café. Et Clem, troublé, prend rapidement une gorgée pour ne pas offenser son sensei quand il trouve le goût super amer. Alors il y ajoute quelques cubes de sucre, ce qui fait qu'Isaac demande à Glenn ce qui est si différent aujourd'hui, car il n'ajoutait d'habitude qu'un seul cube de sucre dans son café. C'est à ce moment-là qu'il a su qu'il avait tout gâché. Azik dit alors à Clem qu'il a étudié le mysticisme et découvert que le destin de Clem montre des ondulations conflictuelles qui malheureusement pointent vers Azik. Azik confronte ensuite Clem, étant certain que Clem a vu le château récemment. Azik a également remarqué que Clem agissait extrêmement nerveusement, et cela lui a fait réaliser que Clem avait découvert certains de ses secrets. Cependant, heureusement pour Clem, Oziek ne lui veut encore aucun mal. Oziek affirme qu'il veut simplement retrouver son passé, et pour ce faire, il ramène Clem au château de la Lanterne. Clem l'accompagne sans poser de questions. Il est fou allié. La seule raison pour laquelle Clem pense qu'Oziek ne lui fera probablement pas de mal et qu'Azik a toujours été gentil envers le Clem original, et la divination de Clem lui a aussi montré que s'il emmène Azik au château aujourd'hui et garde cet incident secret des Nighthawks, Oziek le sauvera un jour dans le futur. En marchant vers le château, Oziek déclare que dans ses rêves, le château était dans un état restauré et que tout autour était magnifique et plein de vie. Alors Ozzy trouve dommage que les choses aient tourné de cette façon. En entrant dans le château, la première chose dont il se souvient est son enfant, jouant autour du château avec une longue épée, répétant qu'il est le chevalier du roi. Cela fait réaliser à Clank que le spectre chevalier était en fait l'esprit de l'enfant d'Azik. Azik trouve ensuite l'épée de son fils plantée dans le sol, et en la soulevant, il imagine le château retrouver sa forme originale. Cela pèse lourdement sur Azik, mais il surmonte cela et ouvre un passage vers le souterrain. Une odeur insupportablement âcre provient du souterrain, faisant réaliser à Glenn que quelque chose de maléfique est réprimé en dessous. Mais malgré cela, Glenn suit Azik en bas, entrant dans une salle funéraire où sont conservés les restes de son fils. En voyant les restes de son fils, Azik devient furieux et ses pouvoirs deviennent complètement hors du commun. Cela provoque la libération de milliers d'esprits de leur tombe. Alors que ces esprits sont à nouveau lentement libérés, l'un d'eux charge Clem quand il se retrouve sur un champ de bataille où la guerre est déjà terminée. Les soldats victorieux rassemblent un tas de cadavres et commencent à le brûler quand un homme en sort, empalé d'épées partout sur son corps. Cet homme est Azek, et la seule raison pour laquelle il est encore en vie est qu'il a été maudit d'immortalité. Cherchant vengeance, il tue. Et quand il est en infériorité numérique, l'Ymir personnel d'Azik apparaît et l'aide à gagner la guerre à lui seul. Depuis lors, la prospérité entre dans sa vie et il devient un puissant souverain qui n'est jamais vaincu à la guerre. Après être devenu baron, il s'installe avec sa femme et son enfant au château de Lamude. Cependant, au final, il n'était pas béni d'immortalité, mais maudit. Il avait des soldats loyaux dans son arsenal qui lui sont restés fidèles même après la mort et en traitant avec les morts. Azik lui-même était sur le point de franchir la ligne entre la vie et la mort. Sa femme était enceinte et souffrait, et son fils en vint à le craindre, car l'homme autrefois doux avait toujours l'air redoutable. Alors qu'Azik perdait presque le contrôle de ses pouvoirs un jour, l'onde de choc a affecté son fils. Et ne voulant plus blesser sa propre famille, Azik décida d'abandonner tout, y compris sa propre famille. Il quitta le château sans jamais regarder en arrière, et depuis, il vit comme un homme ordinaire. Mais maintenant que le destin l'a rappelé, il est de nouveau là. Il découvre que le crâne de son fils manque à son cadavre, et Clem soupçonne que quelqu'un est derrière cela. Et c'est pourquoi le fils d'Azik s'est transformé en spectre. Azik jure de faire payer la personne qui a pris le crâne de son fils, et alors qu'il utilise son propre sang pour retrouver le coupable, son sang pointe vers Clem. Ils entrent dans un domaine rempli de crânes, et même après qu'Azik ait effectué le rituel de traçage, le crâne de son fils n'est pas retrouvé. Une plume tombe à nouveau au loin, et c'est la même plume qui a fait des apparitions spéciales dans chaque incident. Pourquoi ? Peu importe.
Ozick enterre correctement son fils sur une falaise et lui rend ses derniers hommages. Glenn demande à Ozick s'il se souvient maintenant de tout, mais Ozick dit que seuls des fragments de ses souvenirs sont revenus et que le reste est encore flou. Ozick mentionne que toutes les quelques décennies, il tombe dans un sommeil profond et une fois qu'il se réveille, il oublie tout de son passé, sauf son nom et les connaissances de base sur ce monde. Mais ses rêves de vivre avec sa famille ne s'arrêtent jamais. Et c'est pourquoi il veut faire la différence cette fois-ci en retrouvant les coupables qui ont volé le crâne de son fils. Glenn comprend et souhaite le meilleur à Isaac pour son voyage. En rentrant, Glenn se sent proche d'Isaac, car lui aussi, comme Isaac, est seul, n'ayant plus sa vraie famille à ses côtés. Il souhaite désespérément retourner dans son monde natal et revoir ses parents une fois de plus. Mais la seule raison pour laquelle il n'est pas complètement brisé, c'est parce qu'il a Melissa et Benson ici, qu'il peut toujours considérer comme sa famille, même s'il n'est pas le vrai clan. C'est un nouveau jour dans la ville de Tingen, et Glenn part travailler quand il apprend qu'une fête est organisée dans le hall principal de la base des Nighthawks. Alors que lui et le vieux Neil entrent dans le hall, Kenley leur sert à tous deux une part de gâteau, les saluant d'un joyeux bonjour. Glenn n'a aucune idée de ce qui se passe, alors il demande à Kenley si c'est un jour férié qu'il ignore. Kenley explique qu'il célèbre ses fiançailles, et en apprenant la nouvelle, Neil est plus heureux pour Kenley que Kenley lui-même. La seule raison pour laquelle Neil est si heureux, c'est qu'il y a toujours eu cette règle tacite, voire cette malédiction, selon laquelle personne dans l'escouade des Nighthawks ne s'engage jamais dans des relations amoureuses ou le mariage. Léonard déclare à quel point il se sent bien que sa journée ait commencé avec un bon vin un matin de semaine, à quoi Rosanne, la réceptionniste, ajoute qu'ils devraient tous prendre un congé aujourd'hui et en faire un jour férié officiel. Mais avant qu'ils ne puissent en discuter, leur capitaine, Dunn, arrive pour gâcher l'ambiance, informant tout le monde qu'il va maintenant leur donner leurs affectations de patrouille. Dunn assigne Kenley, le jeune fiancé, et Sika, un nouveau personnage, à patrouiller le district de l'Ouest et de l'Érable Doré. Il dit ensuite à Léonard et Royal de rester ici, au quartier général, puis demande à Free de l'accompagner pour patrouiller le district Nord et le cimetière Raphaël. Glenn se sent mis à l'écart et demande à Dunn où il devrait aller patrouiller. Malheureusement, Dunn avait complètement oublié l'existence de Glenn, il ne lui a donc assigné aucune tâche aujourd'hui. Et Glenn n'arrive pas à croire qu'il n'est pas traité comme le personnage principal. En parlant de syndrome du personnage principal, Léonard s'approche et dit à Glenn que, comme Dunn est souvent en proie aux cauchemars et aux rêves, la réalité et le monde onirique entrent parfois en collision, ce qui lui fait oublier des choses. Avant que Glenn ne puisse s'inquiéter pour Dunn, Léonard dit, en plaisantant, qu'il devrait être content que Dunn ne se souvienne pas de tout d'un coup, car s'il le faisait, il critiquerait le moindre détail de tout ce qu'il verrait. Dunn, d'un autre côté, réfléchit profondément pendant une bonne seconde, puis décide de confier à Glenn la garde de la porte de Shanice, dont Free s'occupe habituellement. C'est une grande responsabilité car le carnet de la famille Antigonus est stocké au-delà de la porte de Shanice. Et Glenn hésite à le faire seul car il ne se considère pas assez compétent. Dunn, cependant, pense qu'il s'en sortira très bien, car rien de grave n'arrive jamais à leur quartier général. De plus, Léonard et Royal seront également au quartier général, donc si quelque chose se produit, ils le soutiendront. Mais Dunn avertit Glenn que quoi qu'il arrive ou quoi qu'il entende, il ne doit jamais ouvrir la porte de Shanice, à moins, bien sûr, qu'elle ne s'ouvre d'abord de l'intérieur. En entendant cet avertissement, Glenn perd toute confiance en lui. Alors Dunn l'encourage, lui rappelant qu'il est un Nighthawk depuis plus de 2 mois maintenant et qu'il est donc un grand garçon. Dunn donne également à Glenn la tâche de rédiger un rapport mensuel à la Sainte Cathédrale pour son évaluation et précise qu'il doit faire plus de 10 000 mots. Maintenant ça, c'est pire que de garder la porte de Shanice. Quoi qu'il en soit, Glenn se dirige vers le bureau de Dunn, situé à gauche de la porte de Shanice, et là, il décide d'écrire le rapport d'abord, quand soudain, il entend un grand bruit sourd venant de l'extérieur. Il ne lui faut pas longtemps pour réaliser que le bruit vient de la porte de Shanice. Et avant que Glenn ne puisse faire quoi que ce soit, la porte s'ouvre lentement et menaçante de l'intérieur. Alors qu'une main apparaît, Glenn pointe son revolver dessus, prêt à affronter ce que c'est. Il est révélé que la main que Glenn voit est celle d'une marionnette qui semble posséder. C'est peut-être un artefact. Quoi qu'il en soit, c'est une situation alarmante et tout le monde est alerté, y compris la réceptionniste, Léonard et Royal. Léonard et Royal sont les plus rapides à se précipiter pour gérer la situation et voient la poupée diabolique se tourner vers Glenn. Elle essaye de lui donner un morceau de papier, mais la porte de Shanice se referme automatiquement sur elle, laissant tout le monde complètement confus.
Léonard et Royal reconnaissent tous deux la poupée comme l'artefact scellé 30625, également connu sous le nom de marionnette de tissu du malheur. Ils reculent instinctivement, loin de la porte de Shanice, et Glenn ne comprend pas pourquoi ils agissent comme s'ils avaient peur ou quelque chose. Léonard explique à Glenn qu'une brèche de service est périlleuse, et chaque fois que cela s'est produit par le passé, tous les Nighthawks en service ont simplement disparu mystérieusement. Le vieux Neil s'approche, nous faisant sursauter. Léonard et moi, car je pense que nous pensions tous les deux qu'il était une sorte de zombie évadé. Je veux dire, c'est un zombie ambulant, à en juger par son âge. Mais de toute façon, Neil n'a pas l'air en bonne forme. Et s'inquiétant pour lui, Glenn lui demande ce qui ne va pas, et Neil répond honnêtement qu'il est constipé. Il mentionne avoir fait une magie rituelle, suppliant la déesse de la nuit éternelle de lui faciliter le transit intestinal, mais elle n'a pas encore répondu à ses prières. Eh bien, bonne nouvelle pour lui, la déesse vient de répondre à ses prières, et le vieil homme se précipite aux toilettes. Pendant ce temps, Léonard vérifie toute anomalie, et après avoir constaté que rien n'est inhabituel, il assure à Glenn qu'il n'aura aucun problème. Mais la grande question est de savoir pourquoi la marionnette de tissu du malheur a essayé de manipuler le garde pour lui permettre de sortir aujourd'hui, car cela fait des décennies qu'elle n'a montré aucun signe de vie. Royal pense que la seule explication est qu'un artefact scellé nouvellement ajouté a dû l'influencer à le faire. Et vous l'avez deviné, l'artefact scellé qui a été placé le plus récemment à l'intérieur de la porte de Shanice est le carnet de la famille Antigonus. Plus tard chez lui, Glenn tient une réunion avec son club de tarot dans son domaine, et Justice, qui était chargé de trouver les journaux de l'empereur Roselle, parvient à obtenir 3 pages et les donne à Glenn, qui bien sûr n'a pas besoin de les déchiffrer car elles sont écrites dans sa langue toujours familière. Glenn lit la première page, mais ne trouve rien d'intéressant. Sur la deuxième page, cependant, il apprend que le 14 juillet, l'empereur a rencontré un homme mystérieux nommé Zérétol, qui, comme Roselle l'a affirmé, est le chef de l'organisation de l'ordre secret. Zérétol a dit à Roselle que sa séquence 9 était voyant et a partagé de nombreuses informations, comme la façon de digérer les potions par une action stricte et le fait qu'il a volé un dangereux artefact scellé, une relique de la famille Antigonus. C'est là que la page se termine. Alors Glenn lit la page suivante, et là Roselle avait noté dans son journal qu'il avait demandé à Zaratol des détails concernant la relique, mais Zaratol lui a apparemment juste souri. Cela a rendu Roselle si furieux qu'il a passé le reste de la page à pester et à maudire Zaratol. Rien d'utile pour Glenn. En tout cas, Glenn exprime à Justice et au pendu qu'il est en effet satisfait de la lecture du contenu du journal de Roselle. Leur discussion perspicace commence et Justice déclare que grâce au conseil précédent de Glenn, elle constate maintenant des progrès significatifs dans la digestion de sa potion. Mais elle devient impatiente. Alors elle demande à Glenn quand exactement elle pourra digérer entièrement sa potion de séquence 9 spectateurs. Glenn connaît heureusement la réponse, et il lui dit que cela pourrait lui prendre d'1 mois à 6 mois, et Justice l'apprécie vraiment. Elle n'a pas d'autres questions, alors le pendu a l'occasion de parler, et il informe Glenn qu'il a entendu des rumeurs selon lesquelles un auditeur de séquence 8 de l'Ordre de l'Aurore recherche la sainte résidence du vrai créateur. Contrairement au mythe de la création, où le dieu originel, le créateur, a déchiré tout son corps en morceaux pour créer l'univers, entraînant sa mort, de nombreuses organisations secrètes croient que le créateur n'est jamais vraiment mort et que son essence fondamentale est devenue le vrai créateur. Le pendu a appris de plusieurs sources que la carte de tarot du pendu que l'empereur Roselle a lui-même conçue représente à quoi ressemble le vrai créateur. Glenn, qui a déjà vu à quoi ressemble ce vrai créateur en plongeant dans le rêve de Dunn, sourit et dit littéralement « Pouf ». Vrai créateur ? Plutôt un créateur déchu. Cependant, le pendu prend les paroles de Glenn très au sérieux et remercie Glenn pour ses conseils, comme d'habitude. Le service de Glenn n'est pas gratuit, bien sûr. Et sachant cela, le pendu lui demande quelle forme de paiement il doit fournir pour ses révélations. Glenn lui demande une fois de plus de soit collecter plus de pages du journal de Roselle, soit de recueillir des informations concernant la famille Antigonus. Le pendu offre tout ce qu'il sait sur la famille Antigonus. Que la famille Antigonus a commencé à la 3e époque, il y a environ 2000 ans, pendant l'époque du cataclysme. Depuis lors, ils ont contrôlé une voie terrifiante. Et à la 4e époque, pendant l'époque des dieux, Antigonus, Aémon, Abraham et d'autres familles influentes ont uni leurs forces avec l'empereur de sang, établissant
l'Empire Tudor. Mais à la fin de la 4e époque, la déesse de la nuit éternelle a pris les choses en main et les a tous détruits. Glenn ne le savait pas, et il est complètement choqué pendant une seconde. Reprenant son calme, il félicite le pendu et justice, puis met fin à la réunion. Glenn a de nombreuses questions, et la plus importante est le fait qu'il vient d'apprendre que l'ordre secret contrôle la voix du voyant. Il se demande s'il peut obtenir d'eux des formules de potions de séquence supérieure. Il a également appris que le chef de l'ordre secret, Zaratol, a volé une relique à la famille Antigonus. Alors, la relique est-elle le carnet, ou est-ce autre chose, quelque chose de plus puissant? En se concentrant sur tous les événements qui se sont produits depuis qu'il est arrivé ici, Glenn remonte d'abord à l'affaire d'enlèvement qui lui a donné les premiers indices liés à la note. Puis Ray avait digéré la note. Vincent contrôlait Selena à travers un miroir, et il était lui aussi lié à la famille Antigonus. Glenn pense qu'il lui manque des indices cruciaux dans ces affaires. Il ne sait pas non plus pourquoi l'enfant a été enlevé en premier lieu. Il avait aussi des pouvoirs de voyant à l'époque, mais à cause d'une interférence de force externe dans le monde extérieur, il n'a pas pu utiliser la divination correctement. Puisqu'il n'y a pas d'interférence dans ce royaume, Glenn entre dans la maison de l'enlèvement en utilisant ses pouvoirs de divination. Et cette fois, il peut clairement voir qu'il y a plusieurs gros points tout autour qui sont la cause de l'interférence. Alors qu'il cherche la cause, le carnet apparaît, faisant comprendre à Glenn que le cerveau en coulisses a orchestré l'enlèvement pour le mener aux indices du carnet. Il essaie ensuite de comprendre pourquoi Ray est resté à Tingen au lieu de s'enfuir avec le carnet, et aussi pourquoi Vincent a utilisé la divination par miroir noir sur Selena. Après avoir retracé ses pas plusieurs fois, les résultats restent flous, frustrant Glenn. Glenn se demande si la seule raison pour laquelle il n'obtient pas de réponse est qu'il n'est toujours pas aussi bon qu'un voyant. Alors il décide de se promouvoir à la séquence 8 par lui-même et cherche des indices sur la façon de fabriquer la potion de séquence 8. Il sait déjà que son nom est Clown. Alors il écrit le nom et utilise la divination sur le papier, ce qui l'envoie dans un endroit sombre, où on lui montre d'abord le corps sans vie de Ray, où quelque chose brille sur sa tête, probablement son cerveau. Ensuite, le cadavre de l'homme clown est montré à Glenn, d'où sort un orbe de sang. Puis Welch et Vincent, à l'époque où Vincent a donné le carnet à Welch en premier lieu. Glenn se demande si l'indice de Welch et Vincent signifie qu'il doit faire quelque chose comme attirer l'ordre secret en utilisant le carnet et obtenir d'eux la formule de la potion de clown. Mais Glenn ne comprend pas ce que les deux autres indices signifient. On lui montre une autre personne et il n'a aucune idée de qui elle est non plus. Plus tard, Glenn se rend au club de divination où il rencontre une femme venue avec un journal à la main titrant sur l'affaire de fraude à l'investissement dans la mine de fer de la chaîne de montagne Hornas concernant un homme nommé Lanavus. Soupçonnant que la femme est venue ici pour que le devin local découvre où se trouve Lanavus, Glenn lui dit qu'il aura besoin de plus d'informations, comme des détails personnels précis et des objets personnels. La femme s'enthousiasme, réalisant que Glenn est le voyant en charge de ce genre de tâches, et elle lui demande si l'enfant de l'homme fonctionnerait pour la divination. Il se trouve que la femme a amené sa nièce Migos avec elle, qui est enceinte, c'est le moins qu'on puisse dire, du bébé de Lanavus. Apparemment, Lanavus a eu une liaison avec elle avant de l'épouser, et s'est enfui après avoir volé toutes les économies familiales de Migos. C'est pourquoi la femme veut retrouver Lanavus. Glenn leur donne malheureusement la mauvaise nouvelle qu'il ne peut pas travailler avec des bébés à naître. Alors il leur demande de revenir quelques mois plus tard, une fois le bébé né. La femme ne veut pas attendre, car elle est plus que désespérée, alors elle décide d'emmener Migos immédiatement dans une clinique pour la faire avorter. Cependant, Migos refuse, croyant que le bébé ne deviendra pas une racaille comme son père, et affirme que le bébé est doux, car il fredonne et siffle pour elle, l'aidant à dormir. Glenn n'a jamais entendu parler d'un phénomène comme celui-ci, et pense d'abord que Migos a complètement perdu la tête. En tout cas, les deux dames s'enfuient, n'ayant pas eu de chance ici, et Glenn ne s'en mêle pas davantage puisque ce n'est pas son affaire. La réceptionniste, Christina, demande à Glenn pourquoi il est venu ici aujourd'hui, au lieu de son horaire habituel, et Glenn explique qu'il a fait un rêve où il a vu ce type chauve et gros se tenant près de Vincent. Il a dessiné un croquis de cet homme et demande à Christina si elle l'a déjà vu. Christina examine attentivement et se souvient vaguement avoir vu cet homme se disputer avec Vincent il y a un mois. Elle devient curieuse, demandant à Glenn s'il soupçonne que cet homme est lié à la mort de Vincent,
même si elle le disait en plaisantant. Glenn lui conseille de ne pas prendre les choses si à la légère, car les rêves d'un voyant sont la plupart du temps des révélations divines. En entendant cela, Christina est encore plus ravie, et elle dit que l'enquête actuelle de Glenn est exactement comme ce qui s'est passé dans une histoire des romans de Mademoiselle Forge. Apparemment, Mademoiselle Forge est célèbre pour écrire des histoires policières, et dans l'une de ces histoires, le tueur est souvent très proche de la victime. Glenn ne sait pas comment cela pourrait l'aider, alors il revient au sujet précédent et demande à Christina si elle se souvient de la conversation qu'avaient Vincent et l'homme au ventre rond. Christina se souvient à peine qu'ils se disputaient à propos de ruines, et Glenn essaie instantanément de relier les points, se demandant s'il parlait des ruines du pic de la montagne Hornas. Il remarque ensuite une carte de bibliothèque, et intuitivement il sent que cela a quelque chose à voir avec l'homme gros. Il a raison car l'homme gros est à la même bibliothèque, et je viens d'apprendre qu'il a un nom humain. C'est Sirius. Son nom est Sirius. Quoi qu'il en soit, Glenn parcourt la liste des membres de cette bibliothèque et y trouve le nom de Lanavus. Après avoir cherché des informations connexes sur Lanavus, il découvre qu'un autre homme a cessé de venir ici le jour même de la mort de Vincent, et il en déduit donc que l'homme gros est le même individu nommé Sirius Erips. Et heureusement pour Glenn, il voit Sirius de l'autre côté de l'allée. Et alors que leurs regards se croisent, l'expression choquée de Sirius indique clairement qu'il réalise que Glenn signifie des ennuis. Alors Sirius s'enfuit, s'échappant en traversant la fenêtre, et Glenn le suit, demandant à la bibliothécaire d'appeler la police immédiatement. Glenn suit ensuite la trace de sang de Sirius. Et alors que la capacité de Sirius déraille au-delà de ses limites, il mute comme un monstre. Glenn se bat avec courage cette fois, et étant le roi de la chance, il parvient à abattre Sirius d'un seul coup, à la tête. Utilisant sa vision de voyant, il inspecte le cadavre de Sirius, et remarquant que son corps spirituel commence à disparaître, il utilise sa compétence de divination pour trouver des indices sur la formule de la potion de clown. Cette fois, sa divination montre Sirius écrivant la formule dans le passé, tout en portant un bracelet de géant pendu. Alors qu'il utilise ensuite curieusement la divination sur le bracelet de géant pendu, cela le mène devant le vrai créateur. Glenn sait par son expérience antérieure qu'il ne devrait plus contempler un dieu, alors il ne se retourne pas, et ainsi il n'est pas puni. Alors que le rêve se brise, Glenn revient à la réalité et trouve Dunn debout à côté de lui. Dunn réprimande Glenn pour avoir risqué sa vie en utilisant la divination sur un Beyonder déraillé. Glenn promet que cela ne se reproduira plus et demande ensuite à Dunn s'il a trouvé des indices sur le cadavre de Sirius. Léonard a trouvé une lettre écrite à Monsieur Z et le nom de code suggère que c'est une lettre à un membre de l'Ordre de l'Aurore. Dans la lettre, Sirius avait écrit que lui et Vincent n'avaient rien trouvé de valeur dans le carnet de la famille Antigonus, à l'exception de ce qu'il avait trouvé précédemment, la formule de la potion de clown. Glenn dit à Dunn qu'il a réussi à obtenir la formule grâce à la connexion psychique, et Dunn lui dit de la soumettre afin qu'il puisse l'envoyer à la Sainte Cathédrale pour vérification. Quoi qu'il en soit, il y a d'autres choses écrites dans la lettre, comme le fait que la famille Antigonus possédait un trésor capable de ressusciter une personne morte, et ce trésor est censé se trouver dans les ruines des montagnes Hornasus. Sirius a ensuite dit à Monsieur Z qu'il était préparé pour l'apocalypse, et qu'il offrirait volontiers tous les agneaux de Tingen en sacrifice à leur maître. Quelques heures plus tard, Glenn comprend, en lisant correctement la lettre de Sirius, que la voix bizarre et terrifiante de la famille Antigonus, dont l'empereur Rosel a parlé, est la voix du voyant. Cela commence à avoir du sens pour Glenn pourquoi il entend des murmures d'Ornésis depuis qu'il a emprunté la voix du voyant, parce que ces murmures essaient de le mener au trésor scellé dans les ruines des montagnes Ornésis. Cependant, il y a cet autre mot, flagrea, qu'il entend aussi, et il n'y a aucun indice sur ce que ce mot signifie. En tout cas, Glenn veut rester aussi loin que possible de ce trésor, car le carnet lui-même a déjà causé la mort de nombreuses personnes. Glenn repasse tous les événements depuis le tout début et réalise qu'il s'est retrouvé impliqué dans de nombreuses rencontres sérieuses et fatidiques dues à des coïncidences. Et cela lui fait penser que ce ne sont pas du tout des coïncidences. Il y a un cerveau derrière tout cela. La plus grande coïncidence de toutes est que Glenn ait été transmigré dans ce corps. Alors il écrit les mots « la vraie raison du suicide de Klein » et utilise la divination dessus. Mais il ne voit rien et admet que la divination n'est pas omnipotente. Admettre cela l'aide à digérer complètement la potion de séquence 9, lui donnant un élan suffisant pour qu'il réussisse à entrer dans le monde des rêves. Non seulement cela, mais il est capable d'explorer tout et partout dans la ville dans ce passé spécifique. Après avoir exploré la ville comme Superman,
il remarque une cheminée rougeoyante au loin et réalise que le cerveau est dans ce bâtiment. Mais quelque chose interfère à nouveau, le chassant de là. C'est alors qu'il nous est révélé qu'il y a un mois, le crâne du fils d'Azik a été pris par Lanavus, un Beyonder escroc de séquence 8, et il l'a placé au-dessus des épaules d'une femme enchaînée à l'intérieur d'un cercle rituel. Les complices de Lanavus ont prié leur créateur, se sacrifiant, ce qui a fait que la femme a été possédée par quelque chose d'omineux. Est-ce la même femme, Migos, la femme enceinte, qui est devenue au club de divination avec sa tante à la recherche de Lanavus? Glenn est assis, pêchant tranquillement près de son université aux côtés du professeur Isaac, et il ne peut penser à rien d'autre qu'aux cheminées rouges. Il n'a pas pu s'y rendre à cause des interférences, même dans la brume grise, ce qui signifie que le cerveau secret est vraiment très puissant. Glenn pense que s'il est promu à la séquence 8, alors peut-être qu'il s'améliorera. Il se demande s'il peut utiliser autre chose pour devenir puissant, et se souvient avoir appris le charme du soleil flamboyant lorsqu'il a diviné l'emblème solaire de ces étranges royaumes de mots, se demandant comment il pourrait bien apprendre ce charme. Il a alors une idée, se tourne vers Isaac et lui demande une faveur. Quelques jours plus tard, lors de la réunion du club de tarot, Justice s'excuse auprès de Glenn de ne pas avoir pu trouver d'autres pages du journal de Roselle, mais elle affirme avoir découvert quelque chose de bien plus révélateur. Apparemment, grâce à ses relations royales, elle est entrée en contact avec des membres d'une organisation secrète qui peuvent lui procurer davantage de pages de journal, mais elle ne sait pas si elle doit leur faire confiance ou non, alors elle souhaite obtenir des informations sur cette mystérieuse organisation. Le pendu prétend en savoir beaucoup, mais il n'est pas disposé à partager ces informations gratuitement. En échange, il exige 1000 livres, une somme qui peut vous offrir un véritable manoir dans ce monde. Justice accepte et obtient de lui l'adresse de livraison. Pendant ce temps, Glenn n'arrive pas à croire la quantité d'argent que cette jeune femme a dans ses poches et réalise à quel point elle pourrait être riche. L'accord étant conclu, le pendu révèle à Justice l'existence de plusieurs organisations secrètes. Beaucoup d'entre elles nous sont déjà connues, mais selon lui, l'organisation de l'Ordre ascétique de Moïse est la plus ancienne de toutes. La voix de cette organisation commence par la séquence 9 du mystère antérieur, que Clean reconnaît comme étant la voix du vieil homme Neil. Le pendu continue en affirmant que les membres de cette organisation vénèrent le savoir lui-même. Cependant, selon de nombreuses rumeurs, le savoir qu'il vénère a pris vie sous la forme du sage caché, un dieu maléfique et redoutable. Et c'est pourquoi cette organisation est réputée pour être profondément maléfique. Glenn met fin à la réunion à cet instant et retourne dans le monde réel. En se brossant les dents, il se demande ce que fait Azik et s'il a oublié la faveur qu'il lui a demandée. C'est alors qu'il entend un jeune vendeur de journaux crier des nouvelles de dernière minute, annonçant une purge ciblant les dévots de la déesse de la nuit éternelle. Intrigué, Glenn descend acheter un journal pour en apprendre les détails lorsqu'il croise ses frères et sœurs qui remarquent un pistolet et une canne. Melissa ne connaît pas les détails du travail de Glenn, elle est donc surprise que son frère, un étudiant en histoire, ait un revolver sur lui. Glenn explique qu'il travaille pour la police en tant que consultant historique, mais il ne prend pas la peine d'élaborer davantage et part rapidement pour éviter d'être interrogé. Il achète ensuite le journal et apprend que dans la zone des docks, les fidèles de la déesse de la nuit éternelle sont la cible de phénomènes paranormaux, mais qu'il n'y a eu aucune victime. Glenn sourit en lisant cette nouvelle et déclare que c'est l'œuvre d'Ozik, laissant entendre que toute cette affaire est liée à la faveur que Glenn lui a demandée. Glenn se dirige ensuite vers le bar où il trouve Neil, forçant Folin, un membre des punisseurs mandatés, à passer du temps avec lui. Glenn les salue tous les deux et le vieil homme fait en sorte que Glenn boive aussi avec eux, partageant un verre. En bavardant, leur conversation dérive vers les nouvelles de dernière minute et Folin s'énerve car la zone des docks est sous le territoire des punisseurs mandatés. Folland veut s'occuper du coupable qui cause ce désordre et décide de s'associer à Dunn pour y parvenir. Folin soupçonne qu'une organisation maléfique est derrière tout cela, expliquant que des esprits, tels que des fantômes de la 4e époque, effraient les dévots de la déesse de la nuit éternelle. En entendant cela, Clean est certain que c'est l'œuvre d'Azak, car Azak peut contrôler les esprits, son frère ayant littéralement eu une armée d'esprits. Quoi qu'il en soit, maintenant que les choses se déroulent selon comme prévu, Glenn se plonge entièrement dans la conversation du vieil homme Neil et de Folin. Ils finissent pas par bien s'entendre, à tel point que Folland souhaite que Glenn rejoigne les punisseurs mandatés. Lorsque Folland part faire son devoir, Léonard arrive, informant Neil que Dunn le cherche. Glenn accompagne Neil au bureau de Dunn, où Dunn dit à tout le monde qu'il trouve cette affaire paranormale dans la zone des docks très étrange et souhaite que Neil enquête sur ce cas,
car les autres manquent d'expertise dans cette zone portuaire spécifique. Alors que Neil hésite, Glenn se porte volontaire pour s'occuper de cette affaire, car le plan de Glenn était de la gérer seul. Malheureusement pour lui, cependant, lorsque Dunn mentionne l'argent de la récompense, Neil retire immédiatement son hésitation et se joint à Glenn pour traiter cette affaire ensemble. Glenn suggère alors d'utiliser l'artefact de l'emblème solaire pour exorciser les esprits, mais Dunn refuse en raison des risques, comme des civils se transformant en idiots adorateurs du soleil pendant de longues heures. Pourtant, alors que Glenn persiste, Leonard réalise que son frère prépare quelque chose de louche. Quoi qu'il en soit, Glenn parvient à convaincre Dunn et manipule même Dunn pour qu'il fasse de Leonard son partenaire dans cette mission. Plus tard au dock, Leonard confronte Glenn, affirmant savoir que Glenn complote quelque chose, et Leonard soupçonne que Glenn fait tout cela pour découvrir le secret de Leonard. Glenn reste sans voix, complètement sidéré. Il n'arrive pas à croire l'auto-engouement de son frère, mais ne dit rien, pensant qu'il est préférable que Leonard reste dans ses illusions. Un officier de police nommé Gate arrive, saluant les 4 Nighthawks qui sont sur cette affaire, puis les conduit à l'endroit où de multiples cas paranormaux ont été signalés. Beaucoup de gens sont présents sur place, et en voyant le groupe de Glenn, il les juge, pensant qu'ils sont de stupides exorcistes qui facturent des milliers de livres au gouvernement. Leonard joue le jeu, disant à la foule qu'ils sont bien des exorcistes et qu'ils vont utiliser de l'eau bénite et de l'ail pour exorciser les esprits. La foule crédule croyant que ces gars sont des professionnels, ils entrent ensuite dans le bâtiment où plusieurs esprits rôdent dans l'obscurité. Les esprits deviennent fous en voyant les Beyonders et l'un d'eux sort même du bâtiment, effrayant la foule et la faisant fuir de là. Le vieil homme Neil dit immédiatement à l'officier de police d'aller appeler des renforts lorsqu'il trouve l'officier agissant comme un chiot. De nombreux autres civils sont également possédés et eux aussi agissent comme des idiots, complètement désorientés. Certains sautent, d'autres spamment des émotes de Fortnite. L'un des esprits se présente devant Glenn pour traîner avec lui, car ils sont du même côté et cela manque de peu de faire sauter la couverture de Glenn. Leonard s'irrite car un homme possédé fait de son mieux pour l'embrasser. Il porte l'artefact de l'emblème solaire et il commence à s'activer en étant près de tant d'esprits. Comme tout se déroule selon le plan, Glenn signale alors secrètement à un esprit au-dessus qui commande ensuite aux autres esprits de libérer les civils de leur possession. Leonard escorte les civils hors de cet endroit, puis pour calmer la foule, il leur dit que l'exorciste principal de son équipe, Glenn, va maintenant commencer le rituel pour purger les esprits de ce lieu. Il tente ensuite à Glenn l'eau bénite et la gousse d'ail, et alors que Glenn commence son numéro, Neil se joint à lui, tous deux entonnant une danse rituelle ridiculement fausse, hypnotisant la foule présente. Quand Glenn sort, il voit une calèche qui manque de percuter une dame, et c'est la femme enceinte, Migos. Heureusement pour elle, Folin surgit de nulle part, la sauvant d'un terrible accident imminent. Glenn remarque Migos souriant en parlant à Folin, et il espère donc que sa famille a accepté son enfant. Migos s'en va en remerciant Folin d'avoir sauvé sa vie et celle de son enfant, puis Neil demande à Folin pourquoi il est ici au lieu de faire son devoir. Folin révèle qu'il a été chargé de retrouver le mari de Migos, Lainavis, qui est soupçonné d'être un Beyonder. Et c'est pourquoi il surveille Migos dans l'espoir d'obtenir quelques indices précieux. Neil et Folin plaisantent tous les deux pendant une bonne et longue minute, et quand Folin s'en va, Glenn vient demander à Neil s'ils sont de bons amis ou quelque chose comme ça. Neil explique qu'ils étaient en effet deux vieux copains, travaillant dans un même groupe, qui traînaient tard le soir, pendant que la femme de Neil, Céleste, jouait du piano pour eux. Neil dit alors à Glenn que parmi leur groupe, seuls Folin et lui sont encore en vie. Et en entendant cela, Glenn ressent de la peine pour le vieil homme. Ne voulant pas de la pitié de Glenn, Neil lui dit de retourner à l'entrepôt et de purger les esprits du bâtiment. Plus tard dans la soirée, une fois leur tâche accomplie, le groupe de Glenn vient se reposer. Leonard se demande toujours pourquoi les esprits n'ont causé aucun réel dommage aux civils, et demande à Glenn de deviner la cause de toute cette étrange situation. Glenn s'exécute en conséquence, mais ne trouve aucun résultat de divination à cause de l'intervention d'Azik, ce qui est exactement ce que Glenn voulait. La seule chose que Glenn voit est la pyramide inversée du continent sud. Et en entendant cela, Leonard lui dit que le coupable doit être quelqu'un qui est revenu d'entre les morts, car c'est ce que représente la pyramide inversée. Leonard suppose que la personne en coulisses est un adepte de la mort et veut déchaîner un pâle désastre sur ce continent du Nord. Apparemment, le pâle désastre fait référence à l'origine à l'incident du champ de bataille où un homme s'est réveillé d'un tas de cadavres et a vaincu des milliers de soldats à lui tout seul, avec une force incroyable. Glenn sait que cet homme est Ozik,
Et cela signifie qu'Ozic est aussi un descendant de la mort, quelqu'un d'incroyablement puissant, ce qui pourrait expliquer pourquoi le cerveau a volé le crâne du fils d'Ozic, un acte des plus sombres. Quoi qu'il en soit, c'est la nuit, donc l'un d'eux doit veiller et garder l'artefact pendant que les autres dorment, et Glenn prend le premier quart. Tout le plan de Glenn était conçu pour ce moment précis, et maintenant que tout le monde est occupé ailleurs, il exécute la magie rituelle aux dieux, les suppliant de lui accorder le pouvoir d'obtenir le charme du soleil flamboyant. Alors que le rituel fonctionne et que Glenn obtient 2 charmes du soleil flamboyant, Léonard, qui joue au poker dehors, sent que quelque chose de troublant est en train de se produire. Un monstre marin tue un homme dans un bateau, puis frappe la chambre de Glenn dans l'un des navires au dock, sentant l'aura de Glenn qui émanait à cause du rituel. Glenn tire sur le monstre avec son revolver, mais il arrête littéralement les balles en plein air, comme Neo dans Matrix. Glenn réalise que le monstre doit être un Beyonder qui a déraillé pour devenir cette abomination, et il espère qu'un protagoniste un peu ringard viendra le sauver. Et il le fait. À en juger par sa force, Léonard réalise que, avant que ce monstre ne déraille, il était au moins à la séquence 8. En raison de la dangerosité de la situation, Léonard dit à Glenn de faire sortir l'emblème solaire d'ici sans tarder. Glenn donne l'artefact à Kenley, qui s'enfuit alors de là avec les autres civils qui sont évacués par le vieil homme Neil. Léonard s'engage dans une bataille difficile contre le mini-Godzilla de Temu, mais ne parvient pas à lui porter un seul coup décisif, malgré ses efforts. À un moment fatidique, le monstre se retrouve face à face avec Neil, et c'est comme s'il se reconnaissait. Mais le monstre continue ensuite de se battre. Pendant ce temps, Glenn se balançait la tête en bas, et autour du navire, au milieu de ce chaos, et il parvient à donner un coup de pied au monstre, le faisant tomber en contrebas. Neil saisit cette opportunité, utilisant la carte de l'assoupissement nocturne pour empêcher le monstre de bouger. Et alors qu'il s'écrase, une bouteille d'alcool sort de son corps, et c'est la bouteille d'alcool de Foline, faisant réaliser à Neil que le monstre est Folin, qui a déraillé de sa voie. Voulant envoyer son ami dans l'au-delà lui-même, ce qui est le moins qu'il puisse faire, Neil tue de manière choquante son cher ami de sa propre main. Neil rentre ensuite chez lui, jouant la sonate au clair de lune, premier mouvement, sur son piano. C'est le matin pour Folin, tandis que Glenn regarde autour de sa maison. Glenn se demande pourquoi Folin a déraillé de nulle part. Sans le symbole du bracelet qu'elle porte, leurs commencent à regarder autour de la pièce, et le symbole de la bouteille d'alcool de Folin de la défunte font réaliser à Glenn quelque chose de crucial, alors que la musique devient de plus en plus agressive et intense. Alors que la chanson touche à sa fin, Glenn monte à l'étage, essayant de se calmer. Il soupçonne que le déraillement de Beyonder de Folland est lié au carnet et au cerveau qui tire les ficelles en coulisses. Il tremble, se demandant si chaque membre des Nighthawks devra subir le même sort funeste. La seule façon de gérer cette situation est d'acquérir des pouvoirs de Beyonder plus puissants et d'avoir un meilleur contrôle de soi, une maîtrise absolue. Il a déjà obtenu 2 charmes de soleil flamboyant qu'il croit l'aideront grandement à l'avenir. Il pense donc qu'il est maintenant temps de se faire promouvoir à la séquence 8 pour atteindre un nouveau niveau de puissance.